Je commence ? Bien sûr. D'accord. Alors, bienvenue à vous tous à cette nouvelle conférence organisée par notre association Chercheurs Toujours, en partenariat, comme toujours, avec l'Association française pour l'avancement des sciences, l'AFAS. Avant de commencer, permettez-moi juste de vous informer de notre prochaine conférence programmée avant cet été, conférence qui portera sur le blob, avec comme conférencier Laurent Palka, spécialiste des protéines et maître de conférence au Musée national d'histoire naturelle. Cette conférence aura lieu le jeudi prochain, le jeudi 6, dans la même salle, ici, à l'Institut Curie, et elle aura lieu en introduction à notre Assemblée générale. Et je vous signale que vous êtes d'ailleurs ensuite invité de participer, si vous voulez bien, à notre Assemblée. Voilà. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui, dont le titre est « Comment habiter la Terre maintenant ?» C'est un vaste sujet qui touche de nombreux domaines. Climat, nature, écologie, sciences, nouvelles technologies, économie et politique, plein de questions qu'on peut poser. On peut se poser la question « Où sommes-nous ?» et « Où est-ce qu'on va ?» Et après, essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, on n'essaiera pas de répondre à toutes ces questions aujourd'hui parce qu'on sera là encore à minuit et on doit finir vers 4h30, 5h moins le quart. Voilà. Alors, en fait, on assiste à un drame plurifactoriel englobant le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, ainsi que toutes les catastrophes systémiques. Mais pour mieux analyser le présent, il faut plonger parfois dans le passé. C'est pourquoi, dans une première partie de cette réunion, nous nous intéresserons à l'histoire des climats de la Terre, voyage qui nous montrera comment, au cours du temps, le climat terrestre a été régulé et comment l'homme a déstabilisé cet équilibre dans un temps relativement court. Et pour nous éclairer sur la complexité de ce sujet, je tiens à remercier vivement les deux spécialistes dans ce domaine, ici présents. Un paléoclimatologue et l'autre un spécialiste de sciences humaines. Et je le remercie d'avoir si aimablement accepté notre invitation. Il s'agit de Gilles Ramstein, paléoclimatologue, directeur de recherche CEA au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous me corrigez si j'ai... C'est bon. Et Michel Allenbach, ancien chargé de mission interministérielle au ministère de la Culture. Michel, vous le connaissez, je pense, pratiquement tout le monde. Pour un bon déroulement de cette conférence, nous vous proposons un court arrêt pour des questions relatives à la première intervention, comme d'habitude, et vous conseillons de laisser les questions générales pour une discussion plus importante à la fin de la deuxième intervention. En vous souhaitant une excellente conférence, je donne maintenant la parole à Gilles. Merci. Bonjour. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu. Il y a deux choses un peu extraordinaires dans ce séminaire. Je vais vous les dire tout de suite. La première, c'est que je suis non-voyant, donc si vous avez une question, ne faites pas ça, parce que vous allez rester pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, la main levée. Et la deuxième chose, c'est que j'avais demandé à Michel que la salle soit équipée de ceintures de sécurité. Parce qu'en fait, dans les 40-45 minutes qui vont suivre, on va faire un voyage de 4 milliards d'années, et donc ça va quand même, du point de vue dérivé, aller assez vite. Alors, heureusement pour vous et pour moi, c'est une peinture quand même assez impressionniste du climat de la Terre. Et on va passer à la diapo suivante. Et donc, je l'ai structuré comme une valse.
Alors, je peux vous dire que quand je fais ce type de séminaire au collège et que je demande aux collégiens, mais une valse normale, ça a combien de temps? Très souvent, ils ne savent pas. Mais ici, vous savez. Une valse normale, une belle valse, ça a 3 temps. Et là, le séminaire est structuré comme ça, sur 4 temps. Donc, il y a un premier temps de la valse qui est à peu près de l'ordre du milliard d'années. Et ce à quoi on va s'intéresser, c'est qu'est-ce qui pilote les changements climatiques sur Terre à ces échelles de temps-là, qui sont largement incommensurables pour nous, pauvres humains, puisqu'on vit environ une centaine d'années. Puis on va rentrer dans les mailles du temps, on va s'intéresser à la dizaine de millions d'années, et là, le facteur important qui pilote énormément le climat, je vous le montrerai, c'est la tectonique des plaques. Puis on va s'enfoncer encore plus dans des échelles de temps plus fines, de l'ordre de la centaine de milliers d'années, et là, je vous montrerai que depuis à peu près 2 millions d'années, pour des raisons très particulières, c'est les paramètres orbitaux qui jouent un rôle fondamental. Et puis enfin, on va arriver sur le 4e temps de la valse, qui est le temps de l'homme, qui est celui qui nous intéresse tous. Et si je fais ce recul-là, c'est pour vous montrer la fulgurance de ce qu'on est en train de faire, mais on y reviendra à la fin de l'exposé. Donc avant de rester sur Terre pendant plusieurs milliards d'années, on va regarder un peu à gauche et un peu à droite de notre propre petite planète. Juste pour vous dire que les climats de nos voisines n'ont rien à voir, à part qu'elles sont pilotées par les mêmes lois de la physique, rien à voir avec le climat terrestre. Alors, si on s'intéresse à Mars, Mars, souvent j'essaie de faire deviner aux gens quelle est la très grande différence entre Mars et la Terre, mais il y a tellement de différences que très rarement ils tombent sur l'objet que je veux leur signaler. Donc Mars est une planète un peu jaune, on la voit très bien. Elle n'a quasiment pas d'atmosphère, 6 hectopascales de CO2, même pas, donc l'atmosphère est transparente, on voit très bien la surface de Mars. La grosse différence entre Mars, Mercure, Vénus et la Terre, c'est que la Terre est la seule planète tellurique qui a un gros satellite. Vous allez me dire, oui, bon, d'accord, pourquoi il nous parle de ça alors qu'on est en plein climat? C'est la diapo suivante, c'est un résultat peut-être que vous connaissez, mais en tout cas d'un des physiciens les plus importants contemporains qui s'appelle Jacques Lascar. Et Jacques, ce qui montre sur cette diapo-là, c'est qu'en fait, contrairement à la Terre, sur Terre, grâce à notre compagnon la Lune, l'obliquité, c'est l'angle que fait l'axe d'épaule avec le plan de rotation de la Terre. Donc l'obliquité terrestre, elle est quasiment figée. Mars n'a pas de gros satellite, elle a 2 petits cailloux. Son obliquité bouge avec le temps. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'obliquité calculée par Jacques Lascar au cours du temps, sur des millions, des dizaines de millions d'années, et vous voyez que l'obliquité martienne bouge. Alors la diapo suivante, c'est un autre physicien aussi contemporain qui s'appelle François Forget, qui est très connu parce qu'il a beaucoup bossé sur Mars et les exoplanètes. Et donc François, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé un modèle climatique martien pour voir quel était l'impact de ces changements d'obliquité sur Mars. Alors vous savez tous que quand on regarde Mars dans une lunette, on voit des rochers, des canyons, et on se dit, ça c'est la preuve qu'il y a eu de l'eau sur Mars. En fait, de l'eau sur Mars, il y en a peut-être eu, mais au tout début de Mars. Et donc ce que François a montré, c'est que quand on force un climat martien en lui disant, voilà, l'obliquité bouge, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose auquel on peut s'attendre, c'est que les calottes martiennes, elles bougent avec l'obliquité. Et donc les roches qui aujourd'hui apparaissent striées sont souvent des roches sur lesquelles il y a eu une calotte précédemment. Donc vous voyez, le climat martien, c'est un climat avec une atmosphère très ténue, des calottes qui bougent, rien à voir avec nous. Et si on regarde maintenant plus vers le Soleil, quand on regarde Vénus, en fait, vous voyez ce Vénus, on vous dit, oui, par un beau soir d'été, vous voyez Vénus, c'est une petite planète orangée, comme ça. En fait, vous croyez que vous voyez Vénus, mais vous ne voyez pas Vénus. Tout ce que vous voyez, c'est les rayons du Soleil réfléchis par l'atmosphère extrêmement dense de Vénus. Donc Vénus est une planète avec une atmosphère extrêmement dense, sur laquelle il fait, à la surface de Vénus, plus de 400 degrés, donc rien à voir non plus. Et souvent, les gens pensent qu'en fait, il fait froid sur Mars, bon sur Terre et chaud sur Vénus, à cause de leur position par rapport au Soleil. C'est vrai et c'est complètement faux. C'est vrai, bien sûr, mais c'est complètement faux parce qu'il ne faut pas concevoir une planète sans son atmosphère. D'ailleurs, c'est pour ça que vous et moi, on est là. C'est parce que la Terre, elle a une atmosphère. Et donc, on va revenir chez nous, sur Terre. C'est la diapo suivante. Et moi, le fil conducteur un peu de tout ce que je vais vous raconter, c'est comment c'est possible
que sur notre planète, donc vous la voyez, elle est belle, elle est bleue, elle est brune, il y a des écharpes blanches de nuages, il y a des calottes de glace. Comment cette planète, elle est régulée pour que la vie qui est apparue dans les océans il y a 3,7 milliards d'années ait pu, plus ou moins tranquillement, arriver jusqu'à nous? C'est quoi les phénomènes physiques, la chimie, la biologie qui fait que, sur Terre, les températures sont régulées? Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer en remontant le temps. Donc on va tout de suite rentrer sur le premier pas de la valse. Donc le premier pas de la valse, c'est des milliards d'années. Alors la diapo suivante, ça vous montre l'histoire de notre Soleil. Notre Soleil, c'est un Soleil tout à fait ordinaire. Il y en a des milliards dans la Voie lactée, donc on connaît l'histoire de notre Soleil. Et en gros, la luminosité solaire, elle augmente de 7% par milliard d'années. À la diapo suivante, le Soleil, quand on regarde un coucher de soleil un soir d'été, c'est très poétique, mais en fait, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un réacteur nucléaire qui est en train de disparaître à l'horizon. C'est ça, le Soleil. Et donc, le Soleil, comme réacteur nucléaire, on sait comment il fonctionne, c'est cette diapo-là, où vous voyez que finalement, pendant une grande phase de son existence, le Soleil, il augmente de 7% par milliard d'années. Vous faites un petit calcul facile à faire, 4,6 milliards d'années la Terre, et 7% par milliard d'années, le Soleil il était environ 30% plus faible au début. Et là, 30% plus faible, vous faites un calcul assez simple, 0D, c'est-à-dire extrêmement simple, vous voyez que les températures à la surface du globe, avec un Soleil 30% plus faible, toutes choses égales par ailleurs, ça fait une planète gelée. Alors, la diapo suivante, ça vous montre simplement que cette histoire de planète gelée, ce n'est pas une invention d'un chercheur fou dans son bureau. Ça existe. Il y a, dans notre propre système solaire, il y a des satellites gelés. Donc là, je vous montre en slide qu'il y a un satellite gelé de Saturne. Alors, qu'est-ce qui est faux dans ce calcul? Pourquoi? Et on le sait parce qu'on a des preuves de ça. Les océans qu'on appelle archéens, il y a 3 milliards d'années, ils étaient plutôt chauds. Et il n'y avait pas de calotte de glace sur Terre. Et donc, pourquoi? Aujourd'hui, on vous demande ça, vous répondez tout de suite, à cause du changement du contenu atmosphérique. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc la diapo suivante, elle vous montre que, effectivement, pour compenser un soleil jeune un peu faible, il y a eu plein d'hypothèses, ça ce serait tout un séminaire. Les premières hypothèses d'un très grand astrophysicien qui s'appelait Carl Sagan, c'était que c'était l'ammoniac, mais en réalité, les vrais bons candidats, c'est les gaz à effet de serre qui nous posent aujourd'hui des problèmes, le CO2 et le méthane. Et aujourd'hui, je vais beaucoup vous parler du CO2, parce que le méthane, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, beaucoup moins sûr. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, ces deux gaz à effet de serre étaient présents massivement dans l'atmosphère terrestre au début, quand le Soleil lui-même était trop faible. Et c'est grâce à la présence de ces gaz à effet de serre pendant des milliards d'années que la Terre a évité des glaciations. Alors, pourquoi il y aura eu beaucoup de CO2 et éventuellement du méthane sur Terre, dans l'atmosphère, quand la Terre était jeune? Pour une raison qui est assez simple, c'est que pour ce qui est du CO2, c'est que la Terre était chaude et qu'elle voulait se refroidir, et que la façon de se refroidir, c'est le volcanisme, et du volcanisme, il y en avait donc beaucoup, et le volcanisme, à l'échelle géologique, c'est le principal pourvoyeur de CO2. Donc, la Terre primitive est une Terre très riche en CO2, et c'est grâce à ce CO2 qu'on a pu résister à un soleil jeune, et qu'en fait, les températures terrestres des premiers milliards d'années ont été quasiment exemptes de calottes de glace. Donc, sur Terre, à l'Archéen, au Protérozoïque, c'est-à-dire les 2 premiers milliards d'années, il faisait chaud. Et c'est un système qui est extrêmement bien régulé, heureusement pour nous. C'est un système qui est bien régulé. Je pourrais répondre à des questions plus en détail. Il y a malheureusement 2 accidents, c'est la diapo suivante. Il y a deux accidents du moteur thermique que constituent la Terre, son Soleil et son atmosphère. Le premier accident, je ne vous en parlerai pas beaucoup parce que moi je suis un pauvre modélisateur du climat et donc j'ai absolument besoin de savoir, pour calculer comment les 2 fluides caloporteurs que sont l'atmosphère et l'océan, comment ils se redistribuent. Pour ça, j'ai absolument besoin de savoir où sont les continents, où sont les océans. Et donc j'ai un horizon, si vous voulez, au bout d'à peu près 1 milliard d'années, l'incertitude sur la paléogéographie est telle qu'on peut dire à peu près n'importe quoi. Donc, à peu près à cette date-là, je m'arrête. Le premier grave accident, qu'on appelle le grand événement d'oxydation, il a eu lieu il y a 2,4 milliards d'années.
Donc là, il est complètement hors de portée pour des modèles comme ceux que j'utilise, parce qu'on ne connaît pas la distribution continent-océan. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le fait que sur Terre, l'oxygène arrive, il y a plein de gens qui ignorent que sur 4,6 milliards d'années, la Terre n'est toxique, oxyque, que depuis à peu près 2,2 milliards d'années, depuis le grand événement d'oxydation où l'oxygène percole et où finalement c'est la victoire des cyanobactéries sur les archéméthanogènes. C'est les cyanobactéries qui vont permettre l'essor de l'oxygène dans la colonne d'eau et dans l'atmosphère. Cet essor de l'oxygène, vous pourriez me dire, oui, mais quel rapport avec le climat? L'oxygène, c'est un gaz biatomique, il n'est pas à effet de serre. En fait, on pense que cet essor de l'oxygène a conduit à une disparition du méthane. Et je ne vais pas tellement parler de ça parce que ce serait très long. Et du coup, on enregistre les premières glaciations terrestres. Et puis ensuite, tout se passe bien, de nouveau, jusqu'à, il y a à peu près 700 millions d'années, où il y a un grave accident terrestre qu'on appelle la Snowball Earth, peut-être que vous en avez entendu parler, qui est sans doute une des plus importantes découvertes en paléoclimatologie, qui s'est faite autour des années 90, mais ça, je vous en reparlerai. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est la diapo suivante, c'est un diagramme de casting. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que en fait, la Terre a été extrêmement bien régulée sur des milliards d'années. Et que finalement, il n'y a eu que 2 accidents, et ces 2 accidents, ils sont très relatifs au contenu atmosphérique en gaz à effet de serre. Ça vous dit quelque chose, ça? Le contenu atmosphérique en gaz à effet de serre, c'est ce qu'on est en train de modifier d'une façon fulgurante. Ce sera la fin de mon exposé. Bon voilà, on a déjà quasiment fini le premier temps de la valse, et je vais rentrer dans le deuxième temps de la valse, qui va lui être un peu plus long, qui est le climat à l'échelle tectonique. Alors là, je vais faire un petit tunnel sur cette diapo-là, ou plutôt sur la suivante. Lucie, tu veux passer à la suivante, qui est le cycle du carbone. Alors, c'est très simple, en fait. Comment ça marche, le climat et le carbone à l'échelle géologique? Et pourquoi la tectonique est importante? Donc, vous savez qu'en fait, les continents, enfin, peut-être vous ne savez pas, mais vous allez le voir, parce qu'il y a un dessin animé un peu après qui va vous montrer ça. Les continents, ils sont sur la lithosphère et ils passent leur temps à danser sur cette lithosphère, à se rassembler et à se disperser. Ces cycles d'assemblage, d'accrétion et de dispersion continentale, donc lors des accrétions, on a un unique continent. Le précédent unique continent qu'on a eu, c'était la Pangée, il y a environ 250 millions d'années. Et puis après, ils se séparent et puis ils se rassemblent. Et ces cycles, qu'on appelle les cycles de Wilson, font à peu près 500 millions d'années. Bon, très bien. Pourquoi ça influe sur le CO2? Alors ça, c'est vraiment très important à comprendre, et je vais vous l'expliquer extrêmement simplement. Vous imaginez une baignoire, elle va s'équilibrer en fonction du robinet, de l'eau que vous mettez et de la bonde, si elle est ouverte ou fermée. Le CO2, c'est pareil dans l'atmosphère. Il va s'équilibrer à un certain niveau en fonction de ce qui rentre, ce que dans notre jargon on appelle la source, et ce qui sort, que dans notre jargon on appelle le puits. Donc la source de CO2, je vous l'ai déjà dit, c'est le volcanisme. Très bien. Le volcanisme met du CO2 dans l'atmosphère qui se diffuse, et c'est pour ça que ça devient d'un signal ponctuel très rapidement un signal global. C'est la seule façon à l'échelle géologique de mettre du CO2 dans l'atmosphère. Comme ça, les gens le savent. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est le puits, c'est-à-dire comment on le retire. On le retire essentiellement à l'échelle géologique par un phénomène qu'on appelle l'érosion silicatée. L'érosion silicatée, c'est quoi? C'est le fait que quand il pleut, des gouttes d'eau se forment, elles traversent la colonne d'eau, elles se chargent en CO2, et puis elles vont éroder des roches. Si ces roches contiennent du silicate, il y a une série de réactions qui fait que dans cette série de réactions, on prend une molécule de CO2 atmosphérique qu'on va remettre sous forme de carbonate qui va passer ensuite dans les rivières et dans les océans. Et c'est ça le puits principal de CO2 à l'échelle géologique. Et c'est à cause de ça que tout va dépendre de la position des continents. Donc je vous explique ça très rapidement. Si tous les continents sont en position polaire, vous êtes d'accord avec moi qu'il va faire très froid, ok? Mais il va faire aussi très aride. D'ailleurs, quel est le plus grand désert du monde aujourd'hui? Alors, c'est horrible parce que comme je ne vois pas, j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans la salle. Mais... L'Antarctique, ouais, c'est un public un peu avisé. Effectivement, c'est l'Antarctique. Généralement, les gens répondent le Sahara. En Antarctique, il fait à la fois très froid et très aride. C'est pour ça que quand on perce la calotte de glace, on fait un trou de 3 km et on a à peu près 1 million d'années. Donc, il fait extrêmement froid si tous les continents sont en position polaire, mais
il fait extrêmement aride. Extrêmement aride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pleut pas. S'il ne pleut pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le puits de CO2 ne fonctionne pas. Et donc le CO2 qui est émis par le volcanisme se stocke dans l'atmosphère. Et donc il fait extrêmement froid, mais le CO2 monte. Et donc il ne fait pas si froid que ça. Et maintenant, on va regarder le cas inverse. Tous les continents sont en position tropicale. Alors là, il fait très chaud, on est d'accord. Mais il pleut énormément. Donc en fait, il fait très chaud, mais comme il pleut, il y a beaucoup d'érosion silicatée, le puits fonctionne à fond et retire du CO2 à l'atmosphère. Et donc il fait très chaud, mais pas si chaud que ça, parce que le CO2 baisse. Et c'est ce qu'on appelle ce grand thermostat. Ça a été publié pour la première fois par un physicien américain qui s'appelle Walker. C'est ce grand thermostat-là qui explique pourquoi la tectonique des plaques régule à long terme le climat terrestre. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'accident. Donc Lucie va vous montrer la situation il y a 700 millions d'années. Alors pour ceux qui sont forts en maths, qui font des petits calculs dans leur tête, ils vont se dire, il nous a dit 7% par milliard d'années, il y a 700 millions d'années, le Soleil, il était à peine 5% plus faible qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir eu de problème. Eh bien si, il y avait un problème extrêmement grave, c'est ce qu'on appelle la Snowball Earth. Alors ce que vous voyez là, c'est l'impact de la tectonique justement. Il se trouve qu'il y a 700 millions d'années, on avait un énorme gros continent qui s'appelait le Rodinia, qui était le précédent supercontinent par rapport à la Pangée. Et d'habitude, les gros continents se fragmentent, n'importe comment, mais là, il s'est fragmenté et les plaques sont restées dans le domaine tropical. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que le fait d'avoir des petites plaques dans le domaine tropical, c'est la configuration idéale pour optimiser le puits. Pourquoi? Parce que quand vous avez un gros continent, un peu comme l'Australie aujourd'hui, un gros continent, au centre de ce gros continent, il fait quand même très sec, c'est surtout les côtes qui sont arrosées. Mais quand ce continent se casse en petites plaques et que ces petites plaques restent en zone tropicale, alors là, vous optimisez le puits, vous baissez le CO2, vous baissez tellement le CO2 que vous produisez une snowball earth. Alors moi, mon travail, c'est de faire de la modélisation des climats. Donc là, vous voyez sur la diapo suivante, le climat il y a 800 millions d'années. Donc vous ne reconnaissez rien, pas plus moi comme speakerine que le climat que vous voyez là. C'est un peu de la météo, mais de la météo d'il y a 800 millions d'années. Vous voyez que finalement, en noir, c'est les continents. C'est ce que je vous ai dit, c'est un énorme continent en position tropicale qu'on appelle le Rodinia. Vous voyez qu'en fait, les températures qu'on simule sont pas si faibles que ça. La température globale, elle est un peu comme aujourd'hui, autour de 12-13 degrés. Il y a quand même des différences considérables. Il n'y a pas de calotte de glace, il n'y a pas de continent en position polaire. Et le taux de CO2 qu'on calcule, qui correspond à cette période, c'est à peu près 1800 parties par million. 50 millions d'années plus tard, on est autour de 750 millions d'années, le continent Rodinia s'est fragmenté en petites plaques, et là, vous voyez ce qui se passe, le CO2 s'effondre, les températures dégringolent, et c'est ce qu'on appelle l'épisode de Snowball Earth. Et pourquoi ça s'est produit il y a 700 millions d'années, et pourquoi ça s'est produit une seule fois, sur les derniers milliards d'années que j'investigue? Parce que la tectonique des plaques, c'est un phénomène lent, et pour qu'elle conduise à une distribution des continents telle que je viens de vous la décrire, ça ne se produit pas souvent, ça s'est produit une seule fois, et effectivement, on a eu ce phénomène de Snowball Earth. La diapo suivante, elle vous montre la baisse de ce snow. Alors, je ne vais pas faire long, mais je vais quand même vous raconter, c'est toujours marrant de raconter un peu d'histoire des sciences, je vais quand même vous expliquer un peu plus sur cette histoire de Snowball Earth. Puis après, on va quitter un peu ces grandes échelles de temps et revenir à des échelles de temps plus proches. Les modélisateurs comme moi, c'est des quantificateurs. Ils ne font jamais que quantifier des scénarios. Ils n'ont pas vraiment d'idées. Les idées, c'est les gens, des données qui les ont. Et donc, un géologue anglais, qui s'appelait Harling, est sur le terrain et il voit sur des grandes étendues équatoriales à tropicales des minéraux qu'on appelle les thylites. C'est un bon géologue, il comprend qu'il date, et il comprend qu'il y a 700 millions d'années, il n'y avait pas des glaciers, parce que c'est trop grand, il y avait d'énormes calottes de glace au niveau de l'équateur. C'est un géologue, on est en 60, 1900. Vous vous rappelez qu'à cette époque-là, il y a encore deux blocs, l'Est et l'Ouest. Et donc Harland va voir les meilleurs modélisateurs du climat de l'époque. Donc il y en avait un qui s'appelait Boudico, Leningrad, et l'autre qui s'appelait Sellers. Et les deux sont d'accord et ils lui disent « Si vous aviez raison,
la Terre se serait englaciée à 700 millions d'années. Admettons, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'albédo terrestre, c'est-à-dire la capacité de la Terre à réfléchir la lumière, serait extrêmement grand. L'albédo terrestre aujourd'hui, c'est 0,3. Un albédo d'une planète gelée, c'est 0,6 à 0,8. Pour sortir de là, ils lui disent, pour sortir de là, c'est possible. Je vous le rappelle, le Soleil augmente de 7% par milliard d'années. Ils lui font un petit calcul et ils lui montrent de manière imparable qu'il faudrait attendre 1,5 milliard d'années au moins, pour sortir de là. C'était il y a 700 millions d'années. Donc Boudico et Sellers disent à Harland, vous voyez, on serait encore les pieds dans la neige. Et Harland, il range ces données. Et après, je vous passe plein de détails, mais dans les années 80-90, il y a des choses de plus en plus étranges. Et finalement, à la fin des années, au début des années 80-90, il y a deux physiciens américains, Casting et un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui est aussi important, qui disent, mais non, en fait, ce n'est pas le Soleil qui nous fait sortir. Encore une fois, c'est le CO2. Et pourquoi? Parce que quand la Terre est complètement gelée, la source continue. Ça n'empêche pas le volcanisme. Donc le CO2 rentre dans l'atmosphère. Mais la Terre est complètement gelée. Il fait extrêmement froid. Il n'y a pas de puits. Donc le CO2 se stocke. Et c'est la débâcle. Et c'est grâce à ça que sur Terre, une Snowball Earth ne peut être qu'un épisode relativement court. Et donc, en fait, c'est ça qui fait qu'on sort. Tout ça est lié à la tectonique et au CO2. Et maintenant, je vais vous donner d'autres exemples plus récents. Alors là, on a parlé des 4 premiers milliards d'années, on avance, et on va rentrer dans la période, les 500 derniers millions d'années, qu'on appelle le phanérozoïque. Alors pourquoi c'est beaucoup plus important, beaucoup plus détaillé, les 540 millions d'années qui se sont écoulées depuis nous? C'est parce que vous avez entendu tous parler de l'explosion cambrienne, il y a 540 millions d'années. C'est le moment où, pour parler très simplement et un peu rapidement, la vie laisse des empreintes, on a beaucoup plus de données. Et donc, sur cette période du phanérozoïque, on a beaucoup plus de données. Et donc, je vous ai dit que sur les 4 premiers milliards d'années, la Terre est chaude. Il y a des accidents froids, mais c'est très rare. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose depuis 540 millions d'années? Est-ce que la Terre a globalement été plus chaude ou plus froide ces 540 derniers millions d'années? Eh bien, en fait, la réponse, c'est qu'elle a été plus chaude, bien plus chaude. Par exemple, les dinosaures, on commence à en voir à 250 millions d'années. Ils disparaissent, sauf les oiseaux, il y a 65 millions d'années. Donc vous voyez qu'ils ont fait un grand bout du chemin, mais ils n'ont quasiment pas vu de calotte de glace, les dinosaures. Les calottes de glace, c'est assez rare parce qu'il faut d'abord des continents en position subpolaire ou polaire, comme aujourd'hui. Puis il faut un CO2 bas. Sinon, la neige qui tombe l'hiver, elle fond l'été. Donc il n'y a pas d'accumulation, pas de calotte de glace. Alors là, vous allez voir un petit dessin animé que je vais vous expliquer avant que Lucie le lance. On est il y a 250 millions d'années, et vous allez voir la fragmentation du précédent supercontinent. Donc au début, vous allez rien reconnaître, puis vous allez voir l'Afrique se séparer de l'Amérique du Sud, vous allez voir l'Australie partir vers l'ouest, vous allez surtout voir l'Antarctique se mettre en position polaire, et vous allez voir le fantastique voyage de l'Inde qui va déposer Madagascar et venir taper contre l'Asie et former ces magnifiques reliefs de plateaux tibétains et d'Himalaya. Donc voilà, ça commence comme ça, et donc ça décrémente, on commence à 250, et on finit aujourd'hui à 0. Oui. Donc vous pouvez essayer de noter, pour des discussions éventuellement plus tard, quand est-ce que l'Antarctique se met en position polaire et quand est-ce que l'Inde vient taper contre l'Asie. C'est des événements extrêmement importants du point de vue géologique et climatique. Tu me dis, Lucie? C'est bon? Oui. Oui, on vous le montre 2 fois. Alors maintenant, on va se rapprocher, et je vais vous montrer comment, en fait, même sur des périodes plus récentes, comme par exemple le Crétacé, il y a à peu près 100 millions d'années, eh ben, le climat qu'ont connu donc des dinosaures, le Cénomaniens, ces périodes-là, c'est des périodes extrêmement chaudes, où en fait on retrouve de la végétation tropicale à 40, 50 degrés nord ou sud. Donc c'est une planète quand même très différente, et la diapo suivante, ça vous montre
le gradient équateur-pôle, c'est-à-dire ce que vous voyez, les grosses moustaches que vous voyez en haut, c'est la reconstruction des températures entre l'équateur qui est au milieu et les pôles qui sont sur les côtés. Et vous voyez que, en fait, on avait une planète qui était assez uniforme, c'est-à-dire qu'il faisait chaud à l'équateur, évidemment, mais il ne faisait pas si froid au pôle, il n'y avait pas de calotte de glace, on était loin des moins 80 degrés qu'on a aujourd'hui en Antarctique. Et là, ce que vous voyez en bas, les moustaches, au contraire, beaucoup plus fines et tombantes, c'est le gradient actuel. Alors pourquoi les moustaches sont épaisses pour le Crétacé ? C'est à cause des incertitudes qu'on a sur la reconstruction des températures, mais vous voyez quand même que c'est deux mondes différents. Il y a un monde en fait, où le climat était beaucoup plus uniforme et beaucoup plus chaud, et un monde qui est le nôtre, qui est un monde froid, avec des calottes de glace. Voilà, on va faire encore un saut en avant, et la diapo suivante, ça vous montre, je pense, les grands singes. C'est un peu le moment, en fait, où le climat va pour la première fois rencontrer nos lointains ancêtres, les grands singes. Alors, ça, c'est pour vous montrer à quel point le climat est vraiment déterminant sur des populations qui sont inféodées. Alors, c'est le cas des grands singes. Les grands singes, ils apparaissent il y a à peu près 23 millions d'années dans les forêts africaines tropicales. Ils n'ont aucune raison de bouger, a priori, ils sont bien. Ils ont, dans ces forêts tropicales, à manger toute l'année. Et nous, les modélisateurs, on ne modélise pas ces forêts tropicales, on ne modélise pas ces grands singes, excusez-moi, mais par contre, on est capable de dire quelles sont les conditions climatiques qui correspondent effectivement à des forêts tropicales. Et la diapo suivante, elle vous montre un truc qui... Donc on se rapproche maintenant, on est dans les 40 derniers millions d'années, et vous voyez que, inexorablement, depuis 40 millions d'années, le CO2 baisse. Il y a une petite période où il y a une inversion qu'on appelle le Mid-Miocene Climate Optimum. C'est la période qui est entourée, où le CO2 remonte, et ça va être déterminant pour ces grands singes. C'est quelque chose qui se passe il y a à peu près 17 à 15 millions d'années, et je vais vous expliquer pourquoi sur la diapo suivante. La diapo suivante, elle vous montre un peu la saga de ces grands singes, comment ils se sont déplacés, et pourquoi ce déplacement est tout à fait lié au changement climatique. Donc la première diapo, vous voyez, c'est 23 millions d'années. Quand on regarde les fossiles de grands singes, les dents essentiellement, quelques os, quelques crânes, mais pas grand-chose, ils sont centrés en Afrique tropicale équatoriale. Et puis, il y a 17 millions d'années, ils vont sortir pour la première fois d'Afrique et ils vont arriver en Europe et on commence à voir des crânes, des dents, des mandibules en Europe. Et puis, malheureusement, ça ne dure pas longtemps, le beau temps, il se remet à faire froid et il y avait deux options en gros, soit back to Africa, soit on reste sur le continent asiatique et on continue de voyager jusqu'à ce qu'on arrive en Asie du Sud-Est où ces grands singes sont toujours dans les forêts tropicales. Donc ce voyage-là, il est essentiellement guidé par une chose, les changements climatiques. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans les deux diapos suivantes. La première un peu compliquée, je vais vous l'expliquer. Nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'effectivement, sur l'Europe, il faisait plus chaud. Donc la première diapo en haut à gauche, c'est l'augmentation des températures sur l'Europe. Très bien, il faisait plus chaud en Europe. À cette époque-là, on peut le simuler. Ça ne suffit pas pour une forêt tropicale. Pour une forêt tropicale, il faut qu'en Europe aussi, le cycle saisonnier, il ne faut pas qu'il gèle l'hiver, le cycle saisonnier soit méchamment amorti. Ça aussi, on peut le calculer, on peut montrer qu'effectivement, en Europe, à cette époque-là, d'après nos simulations numériques, le cycle saisonnier est très amorti. Bon, je pourrais revenir dessus, il y a plein de choses qui prouvent ça. Et puis, les deux diapos d'en bas, c'est que pour maintenir une forêt tropicale, il faut aussi beaucoup d'eau. Ben, on peut montrer aussi, parce qu'on le calcule, que les précipitations et les évaporations sont extrêmement fortes, donc que toutes les conditions sont réunies effectivement à ce moment-là pour étendre la forêt tropicale hors d'Afrique en Europe. La diapo suivante, elle vous montre ce résultat-là. On utilise un résultat d'un modèle climatique, on contraint un modèle de végétation et on montre qu'effectivement, pendant ce court laps de temps, il y a eu la possibilité pour les grands singes de sortir d'Afrique. Et donc, leur niche potentielle leur permettant de le faire, ils le font. Et en fait, ces grands singes, qui sont donc nos ancêtres, étaient extrêmement inféodés au climat. Bon, nous, on ne l'est plus. On peut vivre à Las Vegas, il n'y a pas de problème, alors qu'on ne pourrait pas vivre à Las Vegas si on n'avait pas développé la technologie qu'on a. Donc on peut dire que pendant un court laps de temps, on n'a plus été inféodés au climat. Bon, c'est en train de revenir. Mais en tout cas, pour les grands singes, voilà. Donc on est dans le deuxième temps de la valse. Je vais vous montrer encore un exemple du fait que les climats ont été déterminants pour la dispersion et la compréhension de la dispersion de nos ancêtres. Donc la diapo suivante, c'est toujours tectonique, mais c'est quelque chose de différent. C'est le fait que
La tectonique, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les continents se rassemblent, se disjoignent, que des montagnes se créent, mais aussi que des mers disparaissent. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution de la parathétis. Vous seriez un extraterrestre et vous viendriez voir un ami il y a 40 millions d'années, vous auriez la surprise de voir qu'en fait, toute l'Asie de l'Ouest et une grande partie de l'Europe de l'Est est couverte d'un océan énorme dont le reliquat actuel est la Méditerranée. Donc c'était un océan, la parathétis, il y a 40 millions d'années, 4 fois, 6 fois plus grand que la Méditerranée actuelle. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence climatique? Ça en a plein. La suivante, c'est une de ces conséquences, ce n'est pas la plus importante. Donc ça, c'est un papier qu'on a publié il y a à peu près une dizaine d'années avec un collègue chinois qui montre qu'en fait, ce retrait de la parathétis explique l'implantation du Sahara. Ouais. Et ça, c'est des résultats de modèles climatiques qui montrent que le Sahara est devenu une région extrêmement aride liée au retrait de cette parathétis et au changement des routes d'eau, des précipitations. Mais il y a aussi des résultats sur des datations de dunes, évidemment, qui sont aussi importants, qui montrent la même chose. Donc ça, c'est un résultat important, d'autant qu'on a montré par simulation numérique que c'était en fait assez indépendant de l'évolution du CO2 et que le Sahara émergeait, en fait, les précipitations baissaient énormément il y a à peu près 7 millions d'années. Donc ça, c'est un résultat important. Et le résultat suivant, qui est peut-être plus important, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on vit dans un climat de mousson. Je reviendrai là-dessus un peu à la fin. Donc, où des milliards de gens en Afrique, en Asie, sont vraiment inféodés à ce climat de mousson. Mais quand vous avez une grande mer intérieure, comme la parathétis, vous êtes beaucoup moins inféodé au climat de mousson, parce que l'été, il y a un grand continent, mais il est recouvert d'eau. Donc les températures sont plus basses. L'hiver, les températures sont plus douces. Et ce n'est que quand la thétis se rétracte, et que vous avez un énorme continent eurasiatique, que l'été, ce continent chauffe énormément par rapport aux mers adjacentes. Et c'est ça qui va piloter les grandes moussons asiatiques qu'on connaît aujourd'hui et aussi africaines. Donc c'est ça le point important. Quel rapport avec l'homme? J'y arrive maintenant. En fait, vous savez tous que Toumaï a été retrouvé, ainsi que Abel, auprès du lac Tchad. En fait, pourquoi, alors qu'aujourd'hui ce serait très difficile de survivre là? C'est parce que, et je vais en parler un peu plus tard, ces régions-là étaient soumises à un climat très humide, puis très sec, avec des variations d'à peu près 20 000 ans. Et donc, Abel, 3,6 millions d'années, Toumaï, 7 millions d'années, ont été retrouvés au bord du lac Tchad, mais d'un méga lac Tchad. La diapo suivante, ça vous montre ces variations énormes d'intensité du cycle hydrologique dans ces régions-là qui sont pilotées par un paramètre orbital dont je parlerai tout à l'heure, qui s'appelle la précession. Et donc, tous les 20 000 ans, vous aviez un énorme lac Tchad qui faisait quasi la surface de la France, qui faisait 400 000 km². Et puis, 10 000 ans plus tard, ça devenait un lac beaucoup plus faible, soumis à un climat extrêmement aride. Vous voyez que dans la diapo suivante, que ce phénomène se produit avec un battement d'à peu près 20 000 ans. Quand Michel Brunet a trouvé d'abord Abel, puis Toumaï, c'était un des seuls paléontologues à chercher à l'ouest du Rift. Tous les fossiles que je vous ai montrés tout à l'heure étaient à l'est du Rift. Parce qu'il y avait des forêts, parce que c'était un habitat qui, aujourd'hui encore, peut être propice à ces grands singes. Alors qu'à l'ouest du Rift, on pensait qu'il n'y en avait pas, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement sec, mais comme je vous l'ai montré, c'est quelque chose qui bouge avec une fréquence de 20 000 ans. Et donc, avec une étudiante, on a montré que, en fait, ce méga lac Tchad, sur un cycle de 20 000 ans, il dure à peu près 6 000 ans, ce qui fait que nos anciens ancêtres, les australopithèques, pouvaient parfaitement, pendant une partie du cycle, habiter ces régions-là. Et c'est pour ça que Abel et Toumaï sont trouvés au bord du lac Tchad. Ça correspond à des périodes humides. On a un peu fini le deuxième temps de la valse. Rassurez-vous, le troisième et le quatrième temps sont plus rapides. Et on va rentrer maintenant dans le troisième temps. Troisième temps de la valse, je vous ai dit, c'est un temps qui est vraiment, lui, piloté par ce qu'on appelle les paramètres orbitaux. C'est quoi les paramètres orbitaux? Je vais les définir tout de suite, c'est la diapo suivante. En fait, notre petite planète, elle est essentiellement 99% de son énergie, elle vient du Soleil. Et notre planète, elle varie, elle a des paramètres qui varient avec le temps. Le premier d'entre eux, c'est son excentricité. L'excentricité, c'est le fait que la Terre, elle tourne sur une ellipse, avec le Soleil comme foyer,
Et c'est une trajectoire elliptique. Et cette trajectoire elliptique, elle se déforme, elle est plus ou moins elliptique, avec des fréquences de 100 000 et 400 000 ans. Ça, c'est un premier paramètre qui bouge. Un deuxième paramètre qui bouge, c'est l'obliquité. Je vous ai, au début du topo, je vous ai parlé de l'importance de l'obliquité. D'ailleurs, entre parenthèses, l'obliquité, en grec, c'est l'inclinaison. Enfin, la traduction de inclinaison en grec, c'est justement climat. Et donc, c'est de là que... C'est vous dire l'importance que ça a, ce paramètre. Ce paramètre, grâce à la Lune, il est, je vous ai dit, figé. Mais en fait, il bouge dans une petite fenêtre de 22 à 24 degrés, avec une fréquence de 40 000 ans. Et enfin, il y a la précession des équinoxes, le fait que la Terre n'est pas complètement ronde, qu'elle a un bourrelet tropical, et qu'en fait, et là je simplifie beaucoup, et qu'en fait, elle a un mouvement de précession avec des fréquences de 20 000 ans. L'association de ces trois paramètres va faire que on va osciller sans cesse, depuis 2 millions d'années, entre des cycles glaciaires et des cycles interglaciaires. Donc ça, je vais vous en parler un peu, puis je vais aussi vous les montrer. La diapo suivante, elle vous montre, c'est un peu d'histoire des sciences, elle vous montre Glorious, qui a disparu il n'y a pas très longtemps, et Jean Jouzel, qui ont eu l'intelligence de comprendre tout ce qu'on pouvait faire avec le forage des carottes de glace de Vostok. Donc les Américains, ils tentaient d'aller sur la Lune, les Russes aussi, mais les Soviétiques, à l'époque, un truc technologique, c'est qu'ils étaient allés à Vostok, en plein centre de l'Antarctique, et qu'ils voulaient forer la calotte de glace. Et pendant ces travaux-là, il a commencé à avoir des papiers, et Glorious et Jouzel ont compris tout l'intérêt que ces calottes de glace avaient par rapport à des carottages continentaux ou marins, c'est qu'elles contenaient des bulles, et ces bulles de glace piégées, on pouvait à la fois les dater et les mesurer, donc on pouvait avoir des informations sur l'atmosphère passée de la Terre. Et ça a été quelque chose de vraiment extraordinaire. La diapo suivante, ça vous montre que grâce à ces forages de Vostok, on a pu comprendre le changement climatique depuis 800 000 ans, et aussi son association avec le CO2. Donc pour vous dire les choses de façon extrêmement frustre, la plupart du temps, depuis 2 millions d'années, on est en période glaciaire. Il n'y a pas 2 calottes de glace comme aujourd'hui, il y en a 4. Il y a une énorme calotte sur tout le nord de l'Amérique qui enfonce le bouclier canadien d'à peu près 1000 mètres. Ces calottes font à peu près 2500, 3000 mètres de hauteur. Celle sur le nord de l'Amérique s'appelle la Laurentide. Celle sur le nord de l'Europe s'appelle la Phénoscandie. Et comme rien ne se perd, rien ne se crée, l'eau qui est sur ces calottes-là, elle vient de l'océan, et donc l'océan a baissé d'à peu près 120 mètres. Il n'y a pas de Brexit, on va directement à pied sec de France en Angleterre pendant les périodes glaciaires. Donc tout n'est pas perdu. Et donc ce que vous allez voir ensuite, c'est la modélisation du dernier cycle. Alors la diapo suivante... Ah oui, excusez-moi. Non. J'oublie de faire un espèce de j'insiste toujours sur ça parce que c'est très important. Il y a les carottes de glace, mais il y a aussi plein d'informations qu'on peut avoir grâce aux carottes océaniques. Et comme vous le savez, la recherche, c'est un domaine où il faut toujours se battre pour les financements. Donc là, vous avez un magnifique bateau français qui s'appelle le Marion Dufresne, et une capacité française d'intervention et de recherche extraordinaire liée à ce bateau. La diapo suivante, c'est les carottages marins. Voilà, il ne faudrait surtout pas perdre ça, c'est très important, c'est pour ça que j'en parle. Mais ce qui m'importe, moi, comme modélisateur, c'est surtout la diapo suivante. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, avec un modèle de climat et de calotte, vous montrer comment se passe un cycle glaciaire-interglaciaire. Pour ça, dans mon modèle, j'ai besoin de rentrer 2 paramètres qui vont être fondamentaux. Le CO2, d'une part, et, comme je vous en ai parlé, l'énergie qui arrive au sommet de l'atmosphère, qui est pilotée par les paramètres orbitaux. Et donc, ce que Lucie va vous montrer dans la prochaine diapo, c'est un petit dessin animé. Donc, on est pendant le précédent interglaciaire, il y a à peu près 120 000 ans. Donc là, vous êtes à 120 000 ans, vous regardez la Terre de haut, et vous allez reconnaître au début le Groenland. Et puis, vous allez voir que... Tu peux lancer, Lucie ? Vous allez voir, en fait, que à gauche du Groenland, vous avez un espèce des calottes de glace pour que ça se voit sont rouges, ce qui n'est pas très réaliste, mais au moins ce qui est voyant. Vous allez voir qu'à gauche du Groenland, vous avez un petit prurite, là, un petit bouton rouge qui va devenir énorme. Et ça, c'est la calotte Laurentide. Et vous voyez, parce qu'il y a un compteur, que ça commence vers 115 000 ans. Et vous allez voir que cette calotte grossit jusqu'au paroxysme glaciaire il y a 20 000 ans. Et vous voyez qu'à droite du Groenland, il y a une autre calotte qui démarre un peu plus tard, qui est un peu plus petite, qui est ce qu'on appelle la Phénoscandienne, qui va couvrir toute l'Europe du Nord et qui va, elle, correspondre à peu près à 30 mètres de niveau marin. La Laurentide, c'est 90 mètres de niveau marin. Le Groenland, aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 7 mètres de niveau marin. Donc c'est d'énormes calottes qui, en plus, sont relativement instables, ce qui fait que le climat glaciaire est beaucoup plus instable et froid
que le climat interglaciaire dans lequel on vit. Et maintenant, on rentre de plein pied dans autre chose qui est nous, le 4e temps de la valse. Alors, après ce voyage, j'espère que vous avez compris que l'atmosphère, le contenu atmosphérique en gaz à effet de serre est complètement déterminant. C'est un contenu qui bouge à des échelles de temps extrêmement lentes, et donc ce qui permet un rééquilibrage. Ce qu'il faut savoir du changement anthropique, c'est pas qu'aujourd'hui on est à 420 ppm, c'est important, mais c'est la fulgurance de ce changement, c'est ce que je vais vous montrer. Donc où on est aujourd'hui, c'est la première diapo. Là, on a déjà fait pas mal du chemin, c'est-à-dire qu'on a très rapidement changé le CO2. Un CO2 interglaciaire, c'est à peu près 280 parties par million. Ça, c'est comment on compte les molécules de CO2 dans l'atmosphère. C'est un gaz trace, donc on le compte en parties par million, en volume. Ce gaz-là, on est aujourd'hui, maintenant, quand je vous parle, à 420 ppm. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu de telle valeur avant 3 millions d'années. Mais surtout, ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle on est en train de transformer ce CO2. Comme c'est un gaz à effet de serre, inéluctablement et un peu irréversiblement, tant que le CO2 monte, il réchauffe la planète. Donc aujourd'hui, quand je vous parle, ici, on est à 420 ppm, la température globale de la planète est déjà montée de 1,1 degré par rapport à la période de référence 1850-1900, et le niveau marin est monté de 20 cm. Maintenant, on va quitter le passé, on va aller dans le futur. Qu'est-ce qu'on fait? On développe des modèles de plus en plus sophistiqués pour faire des prévisions climatiques du siècle dans lequel on est. La diapo suivante, elle vous résume un peu les projections climatiques à l'échelle du XXIe siècle. Alors, vous voyez plusieurs scénarios, évidemment. Il ne s'agit plus de données maintenant, mais de projections. Donc il s'agit pour les modélisateurs de scénarios. Donc c'est ce qu'on fait dans ce qu'on appelle le GIEC, enfin surtout dans les exercices d'intercomparaison de modèles. On utilise des scénarios. Des scénarios, je vais être très rapide là-dessus, on pourra y revenir sur les questions, mais on peut dire en gros, les scénarios où on maîtrise, qui dans notre jargon s'appellent les RCP 2.6, bon, c'est des scénarios où l'homme utilise son intelligence pour gérer la planète, et du coup, à la fin du siècle, vous voyez que dans ces scénarios, on arrive à maintenir l'augmentation globale des températures autour de 2 degrés et l'augmentation du niveau marin autour de dizaines de centimètres. Et les autres scénarios, qu'on appelle business as usual, on ne maîtrise pas du tout. Et dans ce cas-là, on passe à la fin du siècle à des augmentations de température globale de 4 degrés et à des niveaux marins qui peuvent monter jusqu'à 1 mètre. La diapo suivante, elle vous montre comment ça se régionalise tout ça. Comme on n'a pas trop le temps, je vais vous parler que des 2 boules du haut. Ce que vous voyez sur les boules du haut, c'est les températures. Vous voyez les températures en anomalie, c'est-à-dire à la fin du siècle par rapport au début du siècle. Et alors là, on va voir si vous avez une bonne vue. Attention, je vous corrige. Alors, regardez bien la boule qui correspond au scénario le plus grave, mais aussi le plus réaliste. Le RCP 8.5, c'est là où ça se voit le mieux. Est-ce que vous voyez que l'augmentation de température sur les océans est plus grande ou plus petite que sur les continents? Si vous répondez mal à cette question, je peux me poser des questions sur tout ce que vous avez regardé depuis le début. Alors, quelle est la réponse? Est-ce que les océans se réchauffent plus vite ou moins vite que les continents? Moins vite. Bon, ça, c'est clair, c'est moins vite. Et pourquoi? Parce que les océans, ils reçoivent de l'énergie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils évaporent. Et du coup, ils utilisent une partie de cette énergie pour évaporer. Donc, ils se réchauffent moins vite. Les continents, ils aimeraient bien faire pareil. Mais les océans ne sont pas un puits sans fond. Les continents ne sont pas un puits sans fond. Donc, ils ne peuvent pas évaporer aussi efficacement que les continents, que les océans. Et donc, ils se réchauffent plus vite. C'est une première chose. Une deuxième chose que vous voyez très bien sur ce graphique, c'est que quand on parle de réchauffement global de 2 degrés ou de 4 degrés, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'il y a un gradient de ce réchauffement. Est-ce que vous voyez que les zones équatoriales à tropicales se réchauffent plus ou moins vite que les zones de haute latitude? Moins vite. Ça, c'est un peu embêtant, parce qu'en fait, effectivement, elles se réchauffent 2 à 3 fois moins vite que les hautes latitudes. Or, malheureusement, c'est sur les hautes latitudes qu'on a les calottes de glace. Et ça va poser beaucoup de problèmes, sur lesquels je vais revenir très rapidement. La diapo suivante, c'est le Gulf Stream. Vous avez peut-être entendu parler, parce que ça a fait la une il y a quelques années. Ça revient périodiquement. Les gens disent « Ah ben, ça va bien aller pour nous. On est en Europe de l'Ouest. Le Gulf Stream va s'effondrer, c'est prévu. Et donc, si le Gulf Stream s'effondre dans un climat qui se réchauffe, nous, on va se refroidir. Donc, pour la Bretagne, Paris, toute l'Europe de l'Ouest, ça va bien se passer. Ben non. Effectivement, le Gulf Stream va perdre un peu. Et effectivement, il fera un peu moins chaud qu'ailleurs, mais il fera quand même chaud. C'est pas ça qui va changer la donne. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est la diapo suivante, c'est que maintenant on est à côté de chez nous, 20 000 ans c'est rien, on sait avec une très grande précision comment ça se passe quand des calottes de glace fondent.
Je vous ai montré les cycles glaciaires interglaciaires. On sait très bien, il y a 20 000 ans, comment la Laurentide et la Phénoscandienne ont fondu. Et vous voyez là ce que vous voyez, c'est le niveau marin des 30 000 dernières années. Vous voyez qu'en fait, la fonte d'une calotte de glace, ce n'est pas un grand fleuve tranquille. Quand vous offrez une glace à votre gamin et qu'il se rend compte qu'il n'aime pas la pistache, la glace va mettre vachement longtemps à fondre, il va y en avoir sur les doigts, sur les vêtements, partout. Dans les calottes de glace, c'est pas comme ça. Les calottes de glace, elles vont fondre, mais de façon très non linéaire, c'est-à-dire qu'elles vont tout à coup envoyer énormément d'icebergs, se restabiliser et ça recommence. Et c'est pour ça que vous voyez dans la remontée du niveau marin cette traduction d'un phénomène extrêmement non linéaire. Donc ce que j'ai fait avec des étudiants et de mon équipe, c'est que je me suis dit, moi je ne suis pas paléoclimatologue, je pense que la fonte du Groenland, ça ne va pas se passer de façon tranquille, à l'échelle de siècles. Et donc on a fait une hypothèse supplémentaire par rapport au scénario que je vous ai montré tout à l'heure. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe si le Groenland fond de façon accélérée? Et on sait que c'est ce qui risque de se produire. Peut-être pas à l'échelle de ce siècle, mais à l'échelle de siècle, c'est sûr. Et donc on a fait une expérience extrêmement drastique pour montrer l'importance que ça avait. On a en fait permis au Groenland de dégager de la glace et de perdre une partie de sa masse, une petite partie, à peu près 0,5 mètres d'équivalent marin, 1 mètre, 1,50 mètre, pour voir ce qui allait se passer. En fait, comme on est des paléoclimatologues, dans le passé, on avait des expériences de ce genre, et donc on savait un peu à l'avance ce qui risquait de se passer. Et ce qui se passe, en réalité, c'est la diapo suivante, c'est que si vous avez une fonte accélérée du Groenland, alors vous remplissez la baignoire, ça c'est sûr, donc il y a des dommages et des risques sur les côtes, mais ce qui est beaucoup moins évident pour un climatologue actuel, mais assez évident pour un paléoclimatologue, c'est que quand vous faites ça, vous réorganisez complètement l'océan, l'atmosphère. À cause du fait que vous amenez un flux d'eau douce dans l'océan, vous baissez la circulation atmosphérique, et en fait, vous modifiez la dynamique tropicale, et en fait, vous amortissez beaucoup les moussons. Et ce que vous voyez sur la diapo suivante, cette diapo-là, c'est la précipitation dans les zones sahéliennes. Et vous voyez que si vous accélérez la fonte du Groenland, les précipitations baissent drastiquement dans cette région du monde qui est déjà extrêmement vulnérable. Et la diapo suivante, c'est la diapo la plus importante pour ce résultat-là, et qui n'est pas du tout évidente a priori, c'est que s'il y a une fonte accélérée du Groenland, évidemment, vous remplissez la baignoire, mais surtout, comme vous changez les moussons, c'est la diapo de droite, vous perdez énormément de surface arable, et les graphes petit b et petit c, c'est la démographie, enfin c'est la migration en fait. Des populations, des dizaines de millions de personnes sont obligées de migrer, non pas des côtes vers l'intérieur du continent, mais des zones continentales vers d'autres zones continentales, parce que la mousson est extrêmement amortie. Bon alors maintenant, même si on ne prend pas en compte de fonte accélérée du Groenland, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, là vous voyez les résultats quand on remplit la baignoire, simplement par hausse du niveau marin, de 0,5 ou de 2 mètres. Et vous voyez qu'on n'est pas tous égaux devant cette remontée du niveau marin, évidemment. Il y en a qui sont bien plus touchés que d'autres, et malheureusement, ce que vous voyez là, c'est que les zones qui sont vraiment touchées, c'est le sud-est asiatique, des régions extrêmement, extrêmement peuplées. Voilà, donc ça va être un problème. Alors on arrive presque à la fin du voyage. On pourrait se dire, bon, d'accord, on va prendre un point de vue géologique. Finalement, on peut imaginer que l'homme est suffisamment fou pour brûler tout le combustible fossile. Ce faisant, il va augmenter considérablement le taux de CO2. En fait, c'est comme un feu d'artifice parce que ça va durer quelques siècles et après, tout va rentrer, entre guillemets, dans l'ordre, avec ou sans l'homme. Et en fait, on peut se dire, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est moi, ma vie maintenant. Et là, on peut se dire, dans quelles conditions on fait cette expérience de l'Anthropocène? On fait ça, vous avez bien compris, on fait cette expérience dans un monde, ce qui est assez rare, hein, je le redis, où il y a des calottes de glace. Et à cause du fait que dans un monde où il y a des calottes de glace, on va fondre ces calottes de glace, ce qui est déjà le cas. Les calottes de glace groenlandaises et antarctiques sont en train de fondre. Et donc elles vont monter le niveau marin inéluctablement. Et la diapo suivante, elle vous montre la population aujourd'hui et la population en 2050. Et vous avez là devant les yeux un résultat que vous connaissez, c'est-à-dire qu'une grande partie de la population vit au bord de la mer. Donc ça va poser beaucoup de problèmes. Et là, je parle qu'une des parties des problèmes. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui vont voler. Donc j'arrive à la fin du trajet. C'est un long trajet, c'est assez dense, je m'en excuse. Je fais un petit récap pour les gens qui dormiraient depuis le début. Donc, le premier temps de la valse, c'est le milliard d'années.
Et ce qui est important, c'est l'histoire du Soleil. C'est le principal pourvoyeur d'énergie de la planète, le Soleil. Donc c'est très important. À l'échelle de dizaines de millions d'années, je vous ai montré que le facteur important et régulateur, c'est la tectonique des plaques, et que le triptyque tectonique des plaques, climat et CO2, faisait un tout qui était régulé. Et ensuite, je vous ai montré que depuis 2 millions d'années, les paramètres orbitaux, à cause de la configuration tectonique dans laquelle on est, font que le climat sur Terre, c'est une oscillation entre des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Cette oscillation-là, on est sorti de cette oscillation-là. Grâce à l'homme, on est revenu au moins 3 millions d'années en arrière. Et je pense que d'ici la fin du siècle, on devrait être capable de remonter 15 millions d'années en arrière à une période où il y avait à peu près 900 ppm de CO2. Donc, ce qu'on fait, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement rapide, et ça va poser énormément de problèmes. Et je vous ai parlé que du niveau marin, mais il y a plein d'autres problèmes. Bon, je ne suis pas spécialiste, donc je ne parle pas. Donc je vais vous remercier, et avant, j'aimerais quand même terminer sur une note très positive. Voilà, si on compare notre cerveau au cerveau des grands singes dont je vous ai parlé, par exemple, on a un gros cerveau. On sait très bien ce qu'on fait. On est génialement inventif. On a fait des satellites. On sait, on est surinformé depuis 30 ans. Les climatologues qui se sont organisés à l'échelle planétaire dans le GIEC ont tiré la sonnette d'alarme, ont expliqué. Et donc, maintenant, au point où on en est, on sait très bien que soit on continue comme avant, c'est-à-dire qu'on continue à se développer sur le fossile, et ça conduit inévitablement à émettre du CO2, et ce CO2 va conduire à un réchauffement inéluctable et à plein d'autres problèmes. Soit on continue, soit on change de trajectoire énergétique. Et on en est exactement là. Donc rien n'est perdu, rien n'est gagné, et tout va dépendre de notre intelligence à s'adapter. Et sur ce, je vous remercie. Ah ouais, c'est vrai. Donc si vous avez des questions, je pense qu'il y a un petit temps pour ça. Qui pose plein de questions d'ailleurs. Et est-ce que, pour arriver à la fin, justement, avec l'Homo sapiens, est-ce que à la fin, et ça dépend seulement comment on peut réagir, comment l'homme peut réagir aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème de science? Est-ce que c'est un problème de politique et d'économie? Bon, alors là, vous me faites un peu sortir de mon domaine de compétences. Oui, oui, mais... Il y a des problèmes qui sont relatifs à la science, que j'ai traités, oui. Puis il y a des problèmes qui sont relatifs à la société. À la société, moi, je pense que le rôle du scientifique, c'est de décrire les processus, de comprendre les processus et d'avertir les politiques et les citoyens. C'est pour ça un peu que je suis là aussi. Hein. Et ensuite, le fait de... Puisque la fin, c'est finalement des scénarios énergétiques, planétaires, la question, après, elle devient, comme vous l'avez dit, éminemment politique, c'est-à-dire comment on change. Oui. Alors, j'ai l'habitude de dire ça, je le redis, hein. Le fait que Giordano Bruno ait été brûlé parce qu'il avait compris que c'était pas la Terre le centre du monde, c'était terrible pour lui. Mais ce serait fait 50 ans avant, 50 ans après, c'était pas grave. Tandis que là, le problème auquel on est confronté, qui est quand même un problème extrêmement aigu, c'est le fait qu'on comprend tout, mais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour agir. On aurait 1000 ans. Le problème se poserait vraiment différemment. Mais on n'a pas 1000 ans. On a, vous avez vu, la fulgurance, l'augmentation hyper rapide du CO2 dans l'atmosphère, ses conséquences aussi fulgurantes que vous pouvez voir maintenant à la télé quasiment tous les soirs, entre les incendies, les grandes inondations, les sécheresses. Enfin, bref, c'est déjà en cours. Et donc, il y a un moment où les scientifiques ont fait leur job et où la société, c'est-à-dire les politiques, mais aussi les citoyens, doivent prendre en main ce problème et choisir des trajectoires énergétiques. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi, choisir des trajectoires énergétiques? Ça veut dire que, par exemple, pour 2030, où on doit réduire de 55% nos émissions, qu'est-ce qu'on peut faire en France? Alors là, je sors de mon domaine de compétences, je vous dis juste ce que j'ai lu. C'est-à-dire, les deux points sur lesquels on peut beaucoup gagner, c'est l'isolation des bâtiments et le transport. Okay, donc c'est ça qu'il faut gagner. Alors maintenant, et là, ça devient clairement politique, donc je parle juste en tant que citoyen,
le transport et l'isolation. Il y a toute une partie de la population qui a des passoires thermiques. Cette partie de la population-là, s'il n'y a pas un minimum de planification pour l'accompagner au changement climatique, elle n'a aucune raison de le faire. C'est pareil pour les transports. S'il n'y a pas un accompagnement en transport public, s'il n'y a pas une vision urbanistique, s'il n'y a pas une politique au sens noble du terme, eh ben, ça ne le fera pas. Et donc, c'est vraiment une question, à la fin, complètement sociale et politique, qui n'est plus du tout du domaine des seuls scientifiques. Je pense que Michel parlera de ça. Je ne sais pas du tout de quoi Michel a parlé. Mais... Bonjour, merci pour votre exposé. J'ai bien compris que votre hypothèse était une carte qui est très chaude, très chaude. Votre hypothèse dominante. Dites-moi, si on arrive à cette situation, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à éviter ce risque, est-ce que la planète est habitable? Est-ce que l'homme saura s'adapter? Ou est-ce que vraiment l'histoire de l'homme sera terminée? Alors, je dis ça parce que je crois que maintenant, dans le débat public, on a tout à fait conscience du risque, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment conscience de l'endroit où on risque d'arriver et la possibilité de s'adapter à cet endroit-là. Voilà, merci. Merci, bon, bah, c'est une excellente question. Alors, déjà, je vais expliciter un peu. Est-ce que la planète va être habitable? Oui, bien sûr, la planète, elle s'en remettra très bien de l'homme. Il y a déjà eu des extinctions massives, et d'ailleurs, si on est là à discuter ensemble, c'est grâce à la précédente extinction massive. C'est celle qui a mis fin aux dinosaures et qui a permis l'essor des mammifères, qui a fait finalement qu'on est là, vous et moi, à discuter. Donc sur les aspects grandes échelles de temps, planétaires, oui, bien sûr, la Terre va s'en remettre, aucun problème. Donc le problème, c'est l'humanité, c'est ce que vous avez dit. Et souvent, les gens, ils confondent habitable et habitable par l'homme, parce que pour eux, c'est la même chose. Donc la question, est-ce que une planète, au pire, à 4 degrés, est habitable par l'homme? Ben non, elle n'est pas habitable par l'homme tel qu'on est aujourd'hui, pour plein de raisons. Il y a des raisons que vous voyez à la télé tous les soirs, c'est-à-dire que ça, je n'ai pas du tout parlé de ça, il faudrait que vous invitiez quelqu'un d'autre qui travaille sur les extrêmes. Mais si vous voulez, en gros, il y a 30 ans, quand il y avait un extrême climatique, les journalistes venaient et demandaient aux spécialistes du climat, est-ce que ça c'est la main de l'homme, monsieur? Et le spécialiste du climat vous disait, attendez, je vais travailler sur cette question. Et 3 semaines après, il arrivait avec, oui, c'est la main de l'homme. Entre-temps, il y avait 8000 choses, ça n'intéressait plus personne. Grâce au fantastique progrès de la recherche, maintenant, le même scientifique, il arrive et il dit, grâce à toutes les données qu'on a, aux algorithmes qu'on peut avoir, oui, c'est la main de l'homme, il peut le dire le soir même au journal télévisé. Ça a changé la donne. La perception du changement climatique qu'ont les gens a complètement changé à cause de ça, malheureusement. Et donc, on est déjà sur une Terre qui est peu habitable. Vous savez qu'il fait 50 degrés en Inde. Très rapidement, des îles basses vont disparaître. Vous savez que suite à l'élection d'un autre gouvernement en Australie, ils commencent à songer à récupérer des habitants des îles basses qui vont être submergés. Donc, cette idée que le changement climatique est à venir est fausse. Le changement climatique, il est déjà là. Il rend déjà, pour un certain nombre d'entre nous, inhabitables des régions. Si vous regardez ce qui va se passer rien qu'à cause du niveau marin, le Bangladesh, une grande partie du Vietnam, certaines parties de l'Inde vont être submergées. Ces gens-là vont partir. Vous avez déjà vu la frontière entre le Bangladesh et l'Inde? C'est des énormes rouleaux de barbelés. Ça va poser des problèmes. Tous ces problèmes-là, on les connaît. Donc, si votre question c'est est-ce que la Terre va devenir inhabitable pour les 9 milliards de citoyens qu'on est? Très certainement. Si on continue comme ça, très certainement. Si on ne maîtrise pas, très certainement. Je dis souvent ça, je le redis, donc c'est un peu, je pense que parmi vous, il y en a qui l'ont fait, et puis il y a plein d'autres exemples qui montrent l'inertie d'un système, mais c'est un peu comme quand vous voulez passer une écluse, ça ne sert à rien de bouger le volant de votre bateau de navigation de rivière
comme un malade devant l'écluse, vous ne passerez pas l'écluse si vous n'avez pas des dizaines de mètres avant donné une tendance au bateau. Là, c'est pareil. On est encore dans un moment où on peut donner une tendance au bateau, où on peut avoir des politiques. Voilà. C'est pas que moi qui le dis, c'est aussi le président de l'ONU. C'est plein de gens qui alarment, et pas que des climatologues, sur vers quoi on va. Et donc, la question essentielle, c'est est-ce qu'on va être, comme vous le disiez très bien, est-ce qu'on va remettre en cause un système sur lequel on vit depuis des siècles, parce qu'on vit sur le combustible fossile. On a cette énergie grâce au combustible fossile. Et on est malheureusement dans la situation où on va devoir changer de trajectoire énergétique en peu de temps. C'est ça tout le problème. Hein. Vous savez que, je raconte ça parce que c'est assez marrant, la première personne un des premiers à comprendre que le combustible fossile, ça allait donner du CO2, que le CO2, ça allait réchauffer la planète, c'est un Suédois qui s'appelait... je ne me rappelle plus, mais ça me reviendra, qui a été prix Nobel de chimie, et qui, lui, avait dit « Ah ben voilà, le CO2 va doubler, et en fait, dans des milliers d'années, la Terre sera plus chaude, et finalement, c'est pas mal pour nous, les Suédois, parce qu'on aura plus de surface agricole. » Il voyait ça tout à fait positivement. Le problème, c'est qu'il avait raison sur la quantification du CO2, il avait tort sur le déploiement temporel. C'est pas en 1000 ans, c'est malheureusement là où on en est, c'est en quelques dizaines d'années. Donc, oui, la Terre va devenir largement inhabitable à la fin du siècle si on ne change pas de trajectoire, c'est sûr. Le taux de CO2 est très très long à descendre de toute façon. Donc, même si on change de trajectoire, combien de siècles faut-il pour que le taux de CO2 baisse dans l'atmosphère et que cela ait un effet? Ouais, bah, vous avez raison. Alors ça, j'en ai pas du tout parlé, mais vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est pas qu'un problème de baignoire, c'est un problème de temps de résidence. Ça, j'en ai pas parlé. Donc, on est en train de remplir l'atmosphère de CO2. La question, c'est combien de temps, naturellement, il va être là. Alors déjà, il y a deux gaz qui sont importants, le CO2 et le méthane. Le méthane, c'est un problème bien plus grave que le CO2 du point de vue radiatif, parce que sur un siècle, il est 30 fois plus radiatif que le CO2, donc c'est vraiment beaucoup plus grave. Mais le méthane a une durée de vie dans l'atmosphère de 10 ans. Donc, on arrête de produire du méthane, 10 ans après, il n'y en a plus. Et le méthane est uniquement sur Terre, c'est pas comme sur Titan, il est uniquement d'origine vivante. Le CO2, vous avez parfaitement raison. Le CO2, tout le problème, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas retirer le CO2 de l'atmosphère. Et comme je vous l'ai dit, le prédateur naturel du CO2, c'est l'érosion silicatée, ça met des dizaines de milliers d'années. Donc, un retour à l'équilibre du CO2, c'est long. Et donc, c'est pour ça que plus on change rapidement de trajectoire, moins on continue à émettre, mieux ça vaut. Mais ce qu'on a émis, on l'a émis, et ce sera difficile, on pourra en capter, mais on n'en capte que quelques pourcents de ce qu'on émet. Alors, quand même, il y a un truc que je ne vous ai pas expliqué, mais qui peut faire réfléchir à ce problème de captation, c'est que aujourd'hui, quand vous émettez 2 molécules de CO2 anthropiques, il y en a une qui va effectivement se stocker dans l'atmosphère, et l'autre, elle va être prise en charge par le stockage naturel, c'est-à-dire soit par la végétation, la biosphère terrestre, soit par l'océan. Si vous dégradez extraordinairement ces deux poumons-là, c'est-à-dire que vous déforestez à mort et vous réchauffez l'océan, parce que plus vous réchauffez l'océan, moins il est capable de pomper de CO2. Donc si vous dégradez ces deux moteurs-là, et bien sur les 2 molécules de CO2 que vous allez émettre, il y en a moins de une qui sera prise en charge. Donc vous en stockerez encore plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on gère à la fois la biosphère continentale et la biosphère marine, on va pouvoir mieux résister à l'augmentation du CO2. Donc, il y a un côté inéluctable et un côté gérable. C'est-à-dire que, oui, l'augmentation du CO2, on va l'avoir pour longtemps. Et oui, on peut quand même faire des choses pour que la nature, de manière générale, soit capable de stocker beaucoup plus de CO2. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce sens-là, pour, au contraire, arrêter de déforester, reforester. Voilà, il y a plein de recherches sur la biosphère continentale et aussi marine qui sont faites pour essayer d'augmenter la possibilité de captation, entre guillemets, naturelle du CO2. Mais oui, vous avez raison, ça c'est un vrai problème. D'ailleurs, c'est tout le problème, c'est le fait que le CO2, on ne sait pas l'extraire de l'atmosphère, et certainement pas au rythme où on est en train de l'émettre. Dernière question, et on passe.
Vous dites que le rôle du scientifique est de comprendre et d'écrire, puis d'informer en publiant. Et puis en parlant entre nous, les scientifiques. Mais je suis presque certain que... J'ai pas dit en parler entre nous. Non, mais attendez, ma question. Et donc c'est bien, mais je veux dire par là, je suis presque certain que la population moyenne ou lambda ne comprend pas cette... donc faudrait-il qu'il y ait un peu un domaine ou un département de la science cognitive, pédagogique, pour transmettre les connaissances qui sont un peu compliquées peut-être à comprendre, pour que, enfin un pédagogue, pour expliquer à la population la gravité de la chose d'une manière plus pédagogique et plus compréhensible que les charlatans politiques qui récupèrent ça pour gagner leur position. Ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je suis là. Comme moi, à mon humble niveau, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je partage complètement votre préoccupation. Donc j'ai fait des livres, et ma fille aînée m'a dit « Mais papa, tes livres, ils vont être lus par des milliers de gens, ce sera des vieux, ils vont rien voir du changement climatique. » Bon, j'ai dit « Non, t'as raison. » Elle m'a dit « Bah, t'as qu'à faire un podcast. » J'ai dit « Mais moi, je ne sais pas faire de podcast. » Elle m'a dit « Bah, je vais le faire, on va le faire ensemble. » Et donc, j'ai fait un podcast avec elle et un autre journaliste avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle Sylvestre Huet, un livre qui s'appelle 100 questions sur le climat, qui est extrêmement accessible. Et voilà, ce podcast s'appelle Le climat en question. Il y en a 50 épisodes. Après, je ne peux pas vous raconter exactement tout dans les détails, mais j'ai été contacté par des journalistes pendant la COP 21. Et du coup, avec des collègues, on a fait un M2, climat et médias, pour former des journalistes au changement climatique, pour qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Vous avez raison. Je vais vous donner un dernier exemple malheureux. Moi, j'ai beaucoup donné de temps, énormément donné de temps à cette formation de journaliste. J'ai passé des soirées entières, sans être payé, tout ça, bien sûr. Et du coup, quand M. Macron a dit « Je vais être le premier pays du monde à former mes fonctionnaires au changement climatique », je me suis dit « C'est une très belle idée ». Je me suis dit « Mais ils ne vont pas nous refaire le coup du bénévolat, quand même ». Et alors, si. Du coup, vous vous trouvez dans la situation où... Alors maintenant, il ne s'agit plus de former les 5 700 000 fonctionnaires. Hein. Il s'agit de former cette année les 24 000 hauts fonctionnaires. Et donc, ils font appel à des bénévoles. Et vous êtes là, vous dites, qu'est-ce que je fais? Je participe à ce qui peut être une farce, ou je ne le fais pas, ou vous êtes pris. Moi, j'ai dit oui, je participe. Et donc, je suis allé faire ma conférence avec un autre climatologue à des fonctionnaires au ministère de la fonction publique. J'ai rencontré la fille qu'ils ont embauchée, une CDD pour 1 an, pour faire 800 conférences. Et alors, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais prof de SVT. Là, j'ai été recruté, j'ai un CDD d'1 an pour le changement climatique, dont on sait qu'il va durer 30 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi sur une CDD pendant 1 an, peut-être renouvelable, parce qu'elle m'a dit, j'aurais peut-être du mal à organiser toutes les conférences. En effet, il y a 24 000 hauts fonctionnaires, dont un bon tiers à Paris, ce qui fait 8 000 fonctionnaires. Comme c'est en présentiel, ce qui est très bien, par jauge d'à peu près 50 fonctionnaires, vous divisez 8000 par 50, et vous voyez que ça fait... bon. Et en plus, il y a 3 conférences différentes. Il y en a une sur le climat, une sur la biologie, une sur les ressources. Tout ça pour dire qu'il y a 2 choses différentes. Il y a la communication, qui développe malheureusement une certaine schizophrénie quand il n'y a pas les moyens adaptés, parce que moi, et la Convention citoyenne pour le climat, elle a prouvé ça. Vous prenez 150 citoyens, vous les faites réfléchir, vous leur donnez du temps, ils comprennent plein de choses. Donc on peut faire confiance aux citoyens, s'ils ont compris, pour trouver des bonnes solutions. Et vous avez raison, c'est essentiellement une affaire de pédagogie et d'intelligence. Je termine là-dessus, il y a 2 façons de s'en sortir. Il y a la Chine, qui n'est pas le pays le plus démocratique du monde, où il y a une certaine élite qui pense qu'elle est au pouvoir pour longtemps, qui fait des plans de long terme. Ils ont fait main basse sur les plaques photovoltaïques, sur tout ce qui est éolien, c'est eux qui ont les technologies, ils auront la technologie nucléaire. Et puis il y a les pays démocratiques où ça se passe différemment. Donc, dans les pays démocratiques, le pouvoir peut changer. La seule solution, c'est d'avoir des citoyens armés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Armés pour comprendre ce qui va leur arriver, c'est fondamental. Au moins, mon truc, c'est la recherche, mais quand je peux, j'en fais un peu. Voilà, je fais à mon niveau, et plein de chercheurs comme moi font ça. Et je pense que c'est très bien, mais ça n'obérera pas, ce que vous dites, le travail pédagogique pour que les citoyens s'emparent de l'affaire et fassent pression sur les politiques, pour qu'on ne fasse pas que de la com. Parce que la com, ça ne va pas suffire. Bien, alors on va essayer par là.
C'est mieux? D'accord. Bon, nous allons aborder donc une série de reconnaissances, si vous voulez bien, qui intéresse en effet cette question centrale et absolument définitivement importante de l'habitabilité. Alors ça se décline évidemment, comme l'a évoqué Rodica tout à l'heure, plein de manières différentes et évidemment concerne et s'adresse à la quasi-totalité de ce que nous avons construit depuis 3 siècles en particulier. Donc le sujet central, évidemment, au titre d'une question, est-ce que le XXIe siècle sera-t-elle ou non la dernière chance d'inverser la tendance? C'est le siècle de nos enfants et de nos petits-enfants. La civilisation et la sédentarisation des hommes sur la planète est largement fondée, ça a été magnifiquement dit, sur la stabilité du climat depuis le néolithique, entre autres. Les problèmes arrivent quand on perturbe cet équilibre. Notre façon d'utiliser le carbone, les combustibles fossiles, a entraîné des pertes irréversibles déjà. Nous sommes une génération qui assiste à la détérioration de la Terre, après avoir vu et pu faire des choses extraordinaires depuis 200 ans. On a atteint un niveau de surpuissance technique phénoménal. Ce développement de la puissance technique, d'abord occidentale, aujourd'hui est mondial. Nous sommes au cœur d'une crise, d'un système de production et de rapports économiques avec la conscience des limites de nos actions techniques dans le milieu naturel. On ne peut poursuivre ce que l'on a cru encore récemment, poursuivre une croissance illimitée sur une terre limitée. L'équivalent de notre consommation se mesure en 2,7 planètes. On ne peut poursuivre ce que l'on a cru encore récemment, une croissance illimitée. On a bien plus que l'apparence d'une rupture d'équilibre biologique jusqu'à la mise en cause de la conception dominante des rapports entre science et technique. La destruction du nombre d'écosystèmes interroge nos systèmes techniques. Et donc, la question qui se pose là, c'est qu'en effet, est-ce qu'il cesse d'être une forme de régulation performante, capable de se corriger elle-même pour donner la source des perturbations et engager en effet un processus mortifère au cours de l'Anthropocène. Ramenant de grandes questions sur l'éthique, la justice environnementale, la nature et moralité et la question technique et la nature. Et d'une manière centrale pour les êtres vivants qui occupent un milieu dont les caractéristiques physiques sont propices à leur développement et à leur reproduction. La séparation homme-nature, le développement de l'entropie du monde, avec des sociétés qui n'ont pas su maîtriser leur démographie dans des habitats circonscrits, ensemble de conditions préalables qui ont accéléré la crise écologique, avec maintenant une responsabilité engageant l'ensemble des hommes. L'ensemble du monde est concerné, qui en effet constitue ce corps global de l'intentionnalité, qui donc est susceptible et que nous devons interroger avec cette mondialisation en voie de rétrécissement sur plusieurs types de formats, pour comprendre notre incapacité à imposer des contraintes à l'économie au nom de la protection de nos subsistances et de nos idéaux d'égalité. Il faut revenir à la question sociale du XIXe siècle et à la façon dont l'industrie a affecté les représentations collectives de l'émancipation des hommes. Les débats actuels sur la biodiversité, la croissance, le statut de la nature sauvage
ne sont que l'ultime étape d'une longue histoire au cours de laquelle nos conceptions sociales et la matérialité du monde ont été construites ensemble. L'impératif écologique trouve son sens dans cette histoire. La crise climatique actuelle révèle de façon spectaculaire le lien entre l'abondance matérielle et le processus d'émancipation. La crise correspond à une situation où les modes de vie, l'organisation politique et économique ne semblent plus capables, pour longtemps, de maintenir leurs propres conditions de possibilité. Le sujet central de la redistribution des richesses et des clés de la répartition va se poser très différemment dans l'avenir pour faire face à des enjeux encore beaucoup plus importants. Les conditions de possibilité matérielles des concepts politiques seront à repenser. L'accès à de nouvelles énergies en définiront les périmètres, en particulier les liens entre abondance et liberté, avec 3 modalités centrales pour les revendications de la justice environnementale. 1. Subsister. 2. Habiter. 3. Connaître. Comprendre autrement, à ce titre d'initial, les politiques du futur. Donc parler de l'habitabilité du futur du monde s'entend en effet qu'en inventant un nouveau régime qui se rapporte, à la sobriété, égale la suffisance comme projet global pour l'humanité. Donc l'habitabilité, et je vais donc me centrer sur les questions humaines du réchauffement climatique et certains de leurs aspects. L'habitabilité s'adresse à tous les hommes et aux États qui sont responsables. Et nous sommes responsables à différents degrés, subis et agis, immensément subis par rapport à ceux qui en sont les acteurs principaux, de la mise en œuvre de notre modèle de développement et des conséquences. Je commencerai ce propos par une citation de Hans Jonas, le philosophe allemand, qui a beaucoup réfléchi sur le principe de responsabilité de l'homme qui possède le pouvoir sur lui-même. Jamais une époque n'a disposé d'une telle puissance, de surcroît constamment et nécessairement active, ni porter une telle responsabilité. Cette dernière ne peut donc s'exercer qu'en étant liée à un savoir. Le savoir qui est requis est double. Scientifiquement, objectivement, une connaissance des causes physiques. Subjectivement, une connaissance des fins humaines. Mais la société où nous vivons privilégie l'instant présent, dans l'oubli des enseignements du passé et l'ignorance des urgences de l'avenir. Et nous y sommes. Or, sa situation actuelle ne préfigure pas ce qu'elle sera dans 50 ou 100 ans. Elle est aussi fragile qu'un jour son nuage, dont la splendeur fait oublier les orages passés et efface la certitude de leur prochain retour. Nous croyons, ou nous avons cru, à la permanence de l'état présent du monde, alors que si nous nous permettons d'y penser, nous savons qu'il est étroitement limité dans le temps et dans l'espace. On est tous dans une dynamique qui change et qui changera à tout jamais. Le monde tel qu'il a été, avec des humains qui vont et voir se modifier gravement le monde qu'ils ont connu, qu'ils vont continuer à connaître, au cours de sa transformation pour de nombreuses générations à venir, interrogeant le monde qui vient avec une somme d'impact, indiquant la somme très conséquente des dégradations à constater, avec leurs évolutions et leurs innombrables répercussions sur toute la chaîne du vivant humain et non humain. Notre mode de vie actuel est paradoxal. Il s'organise autour d'un invariant, le changement en tant que tel. Le progrès matériel s'emballe en nous emballant.
La croissance dont la nature et les buts nous échappent s'impose à nous, comme l'eau que nous respirons, l'air que nous respirons. Les modes, les produits, les modèles, les standards se renouvellent de plus en plus rapidement. L'accélération fait alors oublier le changement lui-même, en dévalorisant la transmission du passé. Chaque nouvelle génération habite dans un monde radicalement différent de celui où avait grandi la génération précédente. L'oblitération du souvenir du monde d'avant s'est ainsi renforcée l'inévitabilité du présent. Il est dès lors difficile de penser un avenir qui, devant s'adapter à une norme énergétique réduite et modifiée, bénéficiant des acquis récents, pourrait être plaisant, partageable et durable. Le privilège accordé au présent s'alimente lui-même. Il s'entretient en accroissant la difficulté de penser autrement. Le creusement de plus en plus profond de la dette publique mondiale, laissant à nos successeurs le tâche de la raboucher, nos enfants paieront pour nous. L'aveuglement devant le futur se confirme quand il s'agit de financer tout programme de recherche qui ne paraît pas conduire très vite à des applications rentables. Le court-termisme questionne aussi, d'une façon fondamentale ici, que je ne peux pas développer pour l'instant, la démocratie représentative elle-même, qui a été promotionnée au milieu du XIXe siècle, au titre en effet des progrès techniques et de leur succès, dont nous continuons de dépendre. Il y a un lien coextensif extrêmement important entre démocratie et modèle économique. Le remplacement du capitalisme industriel par un capitalisme financier transnational va dans le même sens. Les investissements visent de plus en plus le profit immédiat des actionnaires et des dirigeants, plutôt que le développement à long terme des entreprises. En s'abritant derrière les libertés démocratiques, en exaltant la croissance du bien-être et la longévité, la société de consommation n'a-t-elle pas réussi là où les totalitarismes du siècle précédent avaient échoué? Comment? Créer sans effusion de sang un homme nouveau qui du passé fait table rase et que l'avenir de l'humanité n'inquiète pas. Les affiches dans le métro, les spots de la télévision, le spectacle de la vie quotidienne annoncent le culte des produits, des images, des artefacts. La consommation en tant qu'horizon, une véritable drogue qui vient court-circuiter la durée comme liberté d'être dans laquelle s'inscrit la vie humaine, étant à se réduire à celle de choisir un produit plutôt qu'un autre. Le désir d'au-delà qui nous anime se voit rabattu sur l'envie de plus que vante la publicité qui encombre nos boîtes aux lettres. Le présentisme addictif promu par la société de consommation peut se caractériser en utilisant ici la hiérarchie des processus psychiques. Il correspond à la mise en rencard du processus secondaire. Alors, comment il se qualifie? Qui fonde à la fois donc, la retenue en termes de comportement, d'attitude, et l'attente, qui est propre à la pensée réflexive, au seul profit des deux autres processus psychiques. Il y en a trois, dans la définition en effet freudienne du statut de cette construction, situés plus bas dans la hiérarchie. Ils sont extrêmement actifs aujourd'hui dans ce face-à-face homme-machine. Le processus originaire qui, sous l'égide du principe d'inertie, vise ce qu'on appelle la petite mort, c'est-à-dire la jouissance, et le processus primaire freudien qui gouverne le principe et la recherche du plaisir. Cette analyse est confortée par l'évolution récente de la psychiatrie. Le conditionnement par l'existence de psychotropes correspond aux symptômes qu'elle décrit. De nouvelles maladies, entre guillemets, sont apparues après la mise sur le marché de médicaments susceptibles de les soigner. On peut en arriver ainsi à une biologisation réductrice de la vie psychique, qui peut oublier que l'animal humain est pris dans une culture langagière, laquelle est une production, mais aussi un agent de l'évolution. Ceci est parfaitement capital. Le risque de la biologisation radicale de la psychologie peut tendre à rendre impensable
l'écart institué entre nature et culture. Or, c'est dans cet écart que se déploie la destinée humaine. Voir le rituel reconnaissant la mort en tant qu'événement tragique et le prenant en charge collectivement. Le traitement moderne de la mort le dédramatise et incite à oublier qu'elle constitue un moment essentiel de la vie. Donc, le brouillage des limites que l'on qualifiait hier de naturel, peut-il être associé au refus de reconnaître les limites de la croissance matérielle? Y a-t-il une relation entre le déni généralisé de la mort et notre difficulté à ouvrir les yeux sur la menace climatique, qui, si rien n'est fait pour y parer, est susceptible de provoquer un nombre de morts trop grand pour qu'on ose l'évoquer? Il est vrai que la croissance permet de faire évoluer la société sans douleur. Mais si nos démocraties ont tellement besoin d'analgésiques et de stimulants, n'est-ce pas, toutes tendances confondues, elles manquent cruellement d'un dessin qui les projette dans l'avenir et qui donc questionne aujourd'hui l'habitabilité. La croissance constitue l'ersatz d'un grand projet. Elle stimule la vie dans son essor, certes. Son interruption est un arrêt de mort actuellement. La réponse à la menace climatique suppose la conjonction d'une multitude de démarches individuelles et collectives. Il est nécessaire et urgent que le danger encouru par l'humanité soit porté au premier plan et apparaisse au tout premier plan et au plus grand nombre comme une évidence. Prise de conscience, évidemment, est plus sensible aujourd'hui, plus nettement. Mais cette condition impérative réalisée, il devient possible que soit corrigée une trajectoire qui, poursuivie, pourrait voir et mener l'humanité vers un funeste destin. Cette correction est indispensable et vitale. Elle est possible, elle est urgente. Elle a commencé tardivement, mais il faut au contraire, afin qu'elle ne soit pas improbable, car elle se heurte à une diversité de multiformes d'inertie. Inertie du système climatique lui-même, inertie sociale et démographique, nécessitant et menant la multiplication des populations les plus pauvres, inertie d'une économie largement fondée sur la dissipation des ressources matérielles limitées dont dispose l'humanité, et sans doute le plus important, c'est cette inertie psychosociologique qui empêche chacun de penser et d'agir. On y reviendra. Le 6e rapport du GIEC montre à la fois donc, le niveau, la mesure des efforts entrepris par pays, mais aussi le résultat du laisser-aller énergétique actuel, en soulignant l'urgence des décisions collectives à prendre à l'échelle mondiale pour éviter la catastrophe. Beaucoup de personnes y pensent, mais n'y croient pas encore. Le vrai désir d'aller de l'avant se heurte à une résistance au changement. Le réchauffement est directement mesurable avec des scénarios avancés au-delà des années 2100, fixant des impératifs immédiats pour 2030 et surtout 2050. Il se manifeste dans le monde entier. On l'a dit, la fonte rapide des glaciers dans l'Arctique, l'Antarctique, par la débâcle des banquises, le dégel du pergélisol, les inondations, les incendies, donc par l'extension des déserts dans les régions sèches, la production croissante des gaz à effet de serre, notamment celle du CO2, de l'utilisation des combustibles fossiles. Les émissions continuent de croître. L'inertie du système climatique masque les conséquences des émissions et retarde l'effet d'éventuelles mesures correctives. L'inertie du système se conjugue avec l'inertie du cadre de pensée et notre mode d'existence. Le cadre de vie que nous impose la société de consommation est une espèce de boule miroir. Alors, il y a un très grand sculpteur, en effet, qui s'appelle Moritz Cornelis, Escher,
qui est mort en 1972 et qui a figuré symboliquement ce que je suis en train d'évoquer. Donc à travers, en effet, une espèce de boule, comme ça, un miroir qui vient concentrer une certaine image de la société dans une composition selon des formes géométriques. En effet, il est aussi mathématicien, qui n'ont jamais été réalisées. Donc c'est assez surprenant et ça mérite d'aller y voir. Donc la question de cette boule miroir où nous sommes enfermés, son omnipotence façonne notre pensée à notre insu. Nous croyons réfléchir, alors que c'est cette espèce de boule qui réfléchit et nous force à croire, faute de pouvoir penser autrement. Pour prendre conscience de la menace climatique, nous devons affronter cette boule. Mais ce franchissement nous fait perdre nos repères. Il peut en effet nous affoler. Il nous faut bricoler un nouveau cadre de pensée et inventer la main qui viendra nous secourir. Nous nous engageons dans une traversée coûteuse et lente. Il faut y aller voir, quand tout nous incite à refuser de le faire. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que nous ayons du mal à penser le changement climatique et à ce stade savoir quoi faire de ce que nous avons réussi à penser. Le changement climatique nous met en face d'un événement entièrement nouveau. Il faut absolument couvrir le risque de s'auto-détruire et ce faisant de détruire ce qui fait la valeur de la civilisation, qui a mis de nombreux siècles à être créée avec toutes ses splendeurs. Cette crise est le résultat, pour n'évoquer, n'évaluer que ce point à ce stade, d'un mode de vie habituel de milliards d'individus. Elle ne sera surmontée que si une mobilisation collective parvient à interrompre le cours habituel des choses. Nous n'ignorons pas notre contribution à l'éventuel désastre à venir. Nous ne sommes pas seulement les témoins atterrés, nous en sommes les auteurs, les acteurs, en ajoutant des tonnes de CO2 aux milliards de tonnes qu'émettent des milliards de personnes. Nous en sommes les bénéficiaires par le confort et la qualité de vie que procure la croissance matérielle. Sur les différents volets concernant l'habitabilité, il y en a quelques-uns que je vais pouvoir situer dans le temps dont je dispose, et donc il y a en particulier une question qui touche la mauvaise conscience. Nous avons le plus grand mal à croire que les actes minuscules de notre vie quotidienne puissent mettre en cause l'ordre immémorial de la planète. Mais on sait bien que pour naître, se développer et se généraliser, une démarche individuelle doit être prise, soutenue, encadrée par un projet politique globalisant, solution politique globale, dont les pays les plus importants et les autres ne sauraient s'exempter. Nous sommes placés devant des dilemmes qui paralysent ou le peuvent. Mais l'expérience de la paralysie n'est pas inutile. Elle fait saisir sur le vif, et je souligne, permettez-moi, la force de l'inertie que même l'humanité, et qui mène l'humanité au désastre. Il faut, avec d'autres, inventer un nous qui conjoigne le penser et le faire pour ne pas courir le risque de perdre une vision d'ensemble soutenue par l'idée partagée de la mise en œuvre, demain, aujourd'hui déjà, de la nouvelle classe mondiale écologique, géosociale, avec peu de traces des expériences du passé. Donc pensée toute neuve, qui en effet a été initiée par un grand philosophe des sciences, anthropologue et sociologue, Bruno Latour, donc, qui malheureusement nous a quittés en 2022. La rencontre des limites de la croissance matérielle nous place dans les décennies qui viennent devant un tournant de l'histoire, analogue à celui qu'avait autrefois donc diagnostiqué cet historien qui s'appelle Paul Lazare à propos de la crise de la croissance européenne entre 1680 et 1715, et du court laps de temps, une trentaine d'années, où survint et s'imposa
à partir de la Grande-Bretagne, la triple révolution politique, économique et scientifique qui décida de notre modernité, dont concepts et systèmes à revisiter profondément aujourd'hui. Donc il nous faut redoubler la fondation opérée par cette triple révolution. Tout se jouera avant le milieu de ce siècle-là. Donc inventer un nouveau type de croissance et considérer celle qui nous a propulsés vers cette terrible menace soit définitivement, progressivement fort close, et que défendent aujourd'hui de très nombreux experts. Bon, on va regarder ce qu'il en serait peut-être pour demain. L'enjeu d'ici là, la tâche qui nous incombe, c'est de participer autant que nous le pouvons à la refondation de la monumentale construction édifiée voilà 3 siècles. Refondation politique d'abord. La perspective est immense. La globalisation politique reposerait alors sur une refonte des structures internationales existantes. L'ONU au premier chef pour coordonner un nouveau modèle économique dont je parlerai tout à l'heure, donc qui conjuguera la vocation régénératrice d'une globalisation déréglée par l'économie de marché et transformée, projet à venir. Mais surtout refondation des savoirs avec l'impressionnante coopération interdisciplinaire réalisée sous l'égide du GIEC, qui a montré par la mobilisation de milliers de chercheurs autour des problèmes que pose le réchauffement climatique, est loin d'être impensable pour adapter les diverses sociétés du monde à une évolution du climat qui sera rapide, importante, déjà anticipée. M. Reichstein nous l'a largement évoqué. La recherche encore plus indispensable pour préparer le tournant déjà amorcé, mais très difficile, qui doit être pris avant que naissent les grands conflits pour l'appropriation des ressources et que les dégâts climatiques soient tous irréversibles. Il s'agit bien de faire apparaître aux yeux de l'opinion mondiale, locale, nationale, que c'est concrètement possible et potentiellement désirable par les peuples, à condition d'être consultés préalablement. L'inertie qui nous environne et nous habite nous interdit de mesurer la singularité du moment que nous vivons. Le monde est ébranlé actuellement par des conflits de plus en plus nombreux. Derrière, on devine parmi les motifs un motif prépondérant. L'exploitation ou l'accaparement des ressources en voie de raréfaction. Ce motif constitue une menace grave pour la paix. Face aux dangers qui se précisent tous les jours, la lutte contre le réchauffement global pourrait être l'ultime occasion de réunir un concert des nations avant qu'elles ne se combattent plus encore. Si nous manquons le virage malaisé qui conduit vers un accord, nous subirons à la fois l'épuisement des ressources, les conflits qu'elles entraînent et un changement climatique quasi irréversible. Si nous réussissons, nous serons engagés dans une voie qui est la seule sans doute pouvant nous mener sûrement à la paix et à l'avenir de nous-mêmes. L'habitabilité comme une conscience altérée et désorientée par le changement climatique présent et à venir pour l'ensemble de la planète. Il nous faut trouver des solutions. Il existe de vraies solutions à notre portée qui ont du mal à s'enclencher rapidement. L'économie étant un objet social, il y a un projet très élaboré d'une économie sans croissance. Une économie d'un certain type qu'appelle un monde fini aux ressources nécessairement limitées pour faire vivre et prospérer dans leur vie 8 milliards d'individus, localisés sur une mince couche de terre, la couche terrestre soumise aux érosions des sols qu'il faut réparer et gérer autrement. Cette économie, avec une nécessaire mentalité post-capitaliste, promeut une économie qui économise l'imaginaire de la croissance et du capitalisme et fait le deuil de la croissance ancien modèle. Continuer à prospérer pour notre bien-être, elle comprend, au terme d'un travail préparatoire extrêmement considérable, de 380 instruments et leviers d'une modélisation savante, d'une décroissance très raisonnée, profitable à l'homme,
avec des leviers de mise en œuvre initiale, il y en a de nombreux, leviers d'interdiction, leviers de rationnement important, de fiscalité, etc., etc., etc. Je donne un nom, M. Timothy Parikh est un de ces plus brillants économistes-chercheurs qui travaille avec beaucoup d'autres à cette immense réorganisation de nos systèmes économiques, mise en débat public. Le projet Manhattan de la transition écologique a pour objectif de trouver des solutions à la fois scientifiques et technologiques de rupture, et rupture manquante à la hauteur et manquant à la transition écologique jusqu'à leur industrialisation. Il s'agit de mettre au point un modèle d'organisation collective et donc de transformation profonde de nos outils techniques et industriels. Décarboner les procédés énergétiques, physiques, chimiques et agricoles qui sous-tendent le monde industrialisé afin d'éviter des millions de morts. Nombre de ces techniques sont en cours d'élaboration, donc au stade d'expérience de laboratoire. Le chantier intéresse des solutions technologiques de rupture qui n'existent pas encore, et il y a une série d'exemples qui pourraient être cités. De même, la création d'instituts de la soutenabilité avec la réflexion de Valérie Masson-Delmotte, ancienne coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC pour la réduction des émissions de CO2 en France. Il y a par ailleurs des programmes concernant à la fois l'atténuation et l'adaptation, un ensemble de programmes et projets dans une trentaine au moins de secteurs qui constituent des grandes priorités telles que l'agriculture, les transports, l'énergie, l'eau douce, donc l'énergie nucléaire, etc. Le Shift Project, autre organisation, est un think tank qui œuvre en France et à l'international en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, avec un plan de transformation de l'économie française, et en plus 40 projets au service de secteurs économiques et d'acteurs économiques et institutionnels. Il y a également l'association Mégawatt qui produit en effet un manifeste sur la question centrale de la sobriété pour toute l'Europe, donc en tant qu'acteur très important et mobilisé sur l'ensemble des problématiques liées au réchauffement climatique. L'habitabilité, je permets de passer donc à un point très très fondamental qui nous concerne nous, c'est-à-dire l'habitabilité en nous-mêmes et notre rapport à la technologie. La crise climatique maintenant est inscrite dans le psychisme des citoyens. Elle a infiltré les rêves et contaminé l'inconscient. L'angle analytique et psychanalytique offre des hypothèses pour le désavouement généralisé dans la vie quotidienne, ainsi que pour cette catastrophe pour l'humanité, avec des pistes pour rêver la relation de l'être humain à son environnement naturel afin de faciliter une intégration intrapsychique et repositionner l'homme dans la grande famille écobiologique. Le clivage résultant d'un vécu de contamination traumatisant de la vie psychique par des circonstances extérieures pourrait commencer d'être levé. L'impact psychique de la crise climatique se trouve à la croisée des chemins aujourd'hui, de la psychopathologie individuelle et collective, avec une reconnaissance très spécifique qui concerne évidemment l'immense enjeu concernant la jeunesse du monde entier, qui est très bouleversée et qui développe, entre autres, ce symptôme de l'éco-anxiété, entre autres. Donc je ne développe pas ce point absolument déterminant. À ce niveau inconscient, nous nous identifions. Pour revenir à la question de la technologie, comment nous nous la représentons ? À un niveau inconscient, nous nous identifions à une technologie toute puissante et immortelle qui pourrait nous empêcher de sortir du paradis terrestre, de la bulle climatique. Il y a donc quelqu'un qui est très connu, donc le philosophe des sciences Gilbert Simondon, qui a été philosophe des sciences au CEA, propose, quand il s'agit de technologie, que nous prononçons tous ensemble. Nous pensons non pas, et nous nous représentons non pas les technologies elles-mêmes, mais les images auxquelles se rapportent et auxquelles notre esprit les associe.
Donc il nomme ce phénomène le halo symbolique des technologies. Et ceci a de très très fortes implications et conséquences sur tout un chacun. Le nucléaire a son halo symbolique, la 5G a son halo symbolique, les OGM ont leur halo symbolique, etc., etc. Les technologies rayonnent autour d'elles-mêmes une lumière symbolique qui dépasse sa réalité propre, se répand dans son entourage, tantôt positif, tantôt négatif, pas perçu vraiment dans sa réalité objective et matérielle, utilisant un mot qui a été structurant pendant 3 siècles, le mot progrès, qui a été liquidé en 2003 et remplacé par le mot innovation, qui ne rend pas justice au mot progrès. Ce mot innovation, dans la façon de le dire, contredit l'idée même de progrès. L'idée de progrès consiste à accepter le sacrifice du présent personnel au nom d'un futur collectif. Le progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle. Elle nous console des malheurs du présent et nous console du sacrifice qu'elle nous impose. Elle lui donne un sens. Le progrès s'appuie sur la conscience du temps qui passe avec le chemin qui lui permet de le construire. Il faut travailler à le faire advenir. Le temps est notre allié. Il est complice de notre liberté et de notre volonté. Le mot innovation, qui date du XIVe siècle, signifie avenant à un contrat. L'innovation est légitimée. C'est ce qu'il faut faire pour que rien ne change. Francis Bacon, dès 1625, dit que le temps est corrupteur. Le temps dégrade les situations. Alors, comment faire? Il faut innover au rythme du temps. Dans une déclaration de l'Union européenne récemment, le terme innovation a été cité, une visée très projective pour situer de nouvelles perspectives. Seule réponse, il faut innover à mesure que le temps passe. Pour le progrès, c'est évidemment la science qui donne sa crédibilité. Avec cette question, elle a été posée tout à l'heure par Rodica. Où veut-on aller? Où veut-on aller? Nous sommes dans une société qui utilise principalement le mensonge et la manipulation pour se maintenir. Si nous pensions être au sommet de la pyramide biologique et pouvoir faire disparaître à tout jamais tous les maux naturels, force est de constater, en tant que communauté humaine, nous sommes devenus faibles. Nous pouvons être brisés par un simple morceau de matériel génétique, un virus. Pour Freud, nous ne sommes pas des maîtres de notre demeure, mais que nous sommes soumis aux règles de notre inconscient. Le grand défi de notre époque est éthique, et notre redécouverte comme maillon de l'écosystème et dans l'odyssée de l'évolution, de donner à nos compagnons le monde non humain, le monde de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, une place dans un environnement réparable, sans le pouvoir, l'aveuglement de l'organisation de la production, augmentation et consommation. Nouvelle combinaison à promouvoir des modèles temporels plus proches du temps psychique, qui oscille, temps psychique humain bien sûr, qui oscille entre le temps subjectif vécu et le temps factuel et linéaire. Nous sommes humains, l'horizon temporel de dépendance des choses. Il nous faut absolument devenir moins égocentrés, devenir hétéronomes, c'est-à-dire recevoir de l'extérieur les lois qui nous gouvernent, avec l'apport central de la science, et changer profondément notre regard sur le monde et la nature, et nous préparer pour une nouvelle aventure existentielle. Modifiant le rapport et la séparation homme-nature, agencé dès les années 50 et affirmant la prédominance de l'homme
maître et possesseur de la nature, avancé par René Descartes en 1637. L'habitabilité qui inverse ce schéma est un concept qui se pose comme condition nouvelle, implique notre adaptation selon un nouveau cadre complet avec une révolution du droit, élément essentiel dans la préservation du vivant, avec un nouveau cadre complet, une véritable révolution juridique au niveau européen, chargée de changer de paradigme, poser les limites planétaires, dont le réchauffement climatique, la biodiversité, l'acidification des océans, des engagements chiffrés pour l'accès à l'eau douce, un certain nombre de pollutions, les écocides, le crime d'écocide, de retour dans le droit international. Donc des formats d'ajustement coordonnés au niveau mondial pour l'ensemble des continents et des situations côtières, locales, régionales, des 94 États reconnus par les Nations Unies. Ce gigantesque chantier mondial appelle une mise en œuvre sur au moins 20 ans, les prochaines, conduit vers une remise sur pied d'un nouveau destin pour les humains. La question démocratique de la dynamique du changement est essentielle. La démocratie est un système plus propice au temps court, disait déjà Tocqueville. La modification des systèmes, par contre, suppose le temps long. La conjugaison des deux et des choix reste une question aussi difficile que les changements économiques. Le choix de la démocratie est un impératif vital, la boussole pour garantir une appropriation très horizontale pour chacun des enjeux et des solutions à mettre en œuvre. On est dans le monde des choses qui durent parce qu'elles ne durent pas. La réduction drastique de nos émissions qui institue un impératif catégorique pour la survie de l'humanité. Nos rêves ont été confondus avec la croissance qu'il nous faut déconstruire et défaire les malentendus d'une croyance matérielle qui revient à détruire les écosystèmes, déconstruire cette hégémonie. Un changement complet de modèle économique est devant nous. Il n'y a plus de corrélation entre l'emploi et la croissance. Et le chantier mondial de la réparation et des métiers de la transition, qui vont se définir par rapport au nouveau credo qui va constituer cette économie de la post-croissance. Le nouveau régime climatique pèse sur tous nos affects politiques, tous, mais sans lui donner de nom. C'est le problème fondamental. Le changement climatique étant fondamentalement un problème économique, être lié, j'ai fini là, être lié aux questions centrales d'inégalité et de ceux qui sont impactés dans toutes les régions du monde. À l'opposé de cette conception, en nous reconnaissant, est-ce que nous nous reconnaissons nous-mêmes une valeur qu'à nous-mêmes, nous les hommes? Pourquoi? L'éthique environnementale biocentrique, qui reconnaît une valeur intrinsèque à chaque entité vivante, peut être notre chance pour le futur de nous-mêmes et de la planète. Voilà. Alors, je vais m'en arrêter là, puisque...